Au cœur des vallées oubliées des Appalaches, là où les forêts semblent respirer les souvenirs des siècles passés, un enfant de 12 ans nommé Tommy Mills vivait seul depuis 3 ans. Ses parents, accablés par la misère, l'avaient abandonné à un monde trop vaste et trop rude. Mais ce que la pauvreté leur avait arraché, la montagne le lui rendit sous une autre forme, la force de survivre. Il apprit à chercher sa nourriture, à reconnaître les plantes, à tendre des pièges, à écouter les rivières et les vents comme on écoute une langue ancienne. Et surtout, il apprit à construire. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour trouver un abri devint peu à peu une œuvre d'une beauté sauvage. Le sanctuaire des bois oubliés. Au fond d'un vallon dissimulé par des chênes centenaires, Tommy ramassa tout ce que le monde des hommes rejetait, des tôles rouillées, des planches délavées, des chaises brisées, des clous tordus. Ces débris, qu'il portait sur ses épaules maigres, devinrent les fondations d'un rêve. À la lumière tremblante d'un feu de camp, il les assembla avec une ingéniosité instinctive, sculptant chaque poutre de ses propres mains. Lorsque l'hiver céda enfin sa place au printemps, l'abri devint un miracle. À moitié cabane, à moitié sculpture, il s'élevait entre les troncs comme un secret que la forêt avait choisi de garder. Des panneaux solaires récupérés sur les ruines d'une usine désaffectée alimentaient des guirlandes de petites lampes qu'il avait suspendues au plafond de bois. Chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière les crêtes, la lumière se répandait entre les branches, faisant scintiller la mousse et les feuilles comme si des lucioles chantaient autour d'un sanctuaire. Comment un enfant sans éducation ni outils modernes avait-il pu bâtir un tel lieu? Peut-être parce que la solitude, lorsqu'elle ne brise pas, enseigne. L'attente sous le soleil couchant. 3 ans plus tôt, Tommy n'était qu'un petit garçon de 9 ans, assis sur une chaise en plastique fissurée devant la station-service de Murphy, un vieux bâtiment perdu au bord d'une route de Virginie occidentale. Dans ses mains sales, il serrait une photo de famille pliée en deux, comme si ce papier pouvait le protéger du monde. Sa mère lui avait dit « Attends-moi ici, je reviens ». Mais 6 heures s'étaient écoulées, et le vent du soir portait déjà l'odeur du crépuscule. Le ciel se teinta de pourpre et d'ocre, comme une grande cicatrice sur les montagnes. Sur la photo, Tommy souriait entre son père et sa mère, un cornet de barbe à papa à la main, les rires d'une fête foraine dans les yeux. À présent, un pli au milieu de l'image séparait la famille en deux moitiés irréconciliables exactement comme la vie l'avait fait. Son père avait perdu son travail à la mine 8 mois plus tôt. Sa mère nettoyait des maisons pour quelques billets. 3 bouches à nourrir avec presque rien, une équation sans solution. Devant la station, des familles s'arrêtaient pour faire le plein, des adolescents riaient dans les pics UPS, des voyageurs reprenaient la route vers quelque part. Personne ne vit l'enfant seul, maigre, les doigts noirs de poussière, les genoux éraflés, attendant des parents qui ne reviendraient plus. L'homme à la station. Lorsque la nuit tomba, Murphy, un homme à la carrure lourde mais au regard doux, sortit du magasin et observa le garçon. « Fiston, ça fait des heures que tu es là. Où sont tes parents ? » « Maman a dit qu'elle reviendrait, » murmura Tommy. « Elle va revenir. » Murphy échangea un regard inquiet avec sa femme à travers la vitre. Tommy reconnut cette expression, la même que celle de sa maîtresse d'école lorsqu'il s'endormait en classe, la même que celle des voisins quand ils entendaient les cris dans la caravane familiale. « Viens à l'intérieur, » proposa Murphy. « Prends un peu à manger pendant que tu attends. » Mais l'enfant secoua la tête. Dans sa poitrine, la loyauté et la peur se livraient une bataille muette. Il craignait que s'il quittait cette chaise, si seulement il bougeait, tout s'effondrerait, l'attente, l'espoir, le dernier fil qui le reliait à ses parents. Les montagnes autour de lui semblaient chuchoter. Ces pentes, témoins de générations de départ et de misère, savaient reconnaître la douleur du déracinement. Elles avaient vu les mineurs descendre dans les entrailles de la terre et ne jamais remonter, les fermiers abandonner leurs champs épuisés, les enfants grandir trop vite. Tommy allait devenir l'un d'eux, sans le savoir encore. La fuite vers la nuit. À minuit, quand Murphy ferma la station et appela le shérif du comté, l'enfant avait déjà pris sa décision. Tandis que les adultes discutaient à voix basse de services sociaux et de foyers d'accueil, Tommy s'éclipsa dans l'obscurité. Il emportait seulement la photo déchirée et une détermination farouche, il ne serait pas un numéro de dossier. Cette première nuit lui enseigna que survivre ne signifiait pas vivre dans le confort, mais simplement tenir jusqu'au matin. Il se réfugia sous un vieux pont de chemin de fer, s'enveloppant de journaux et de cartons trouvés dans une benne à ordures. Le vent d'octobre sifflait à travers les poutres de fer, mordant sa peau à travers sa veste trop fine. Dans la forêt, les coyotes hurlaient, les chouettes ululaient, et parfois, un craquement de branches lui faisait retenir son souffle. Mais à l'aube,
Quand les premiers rayons du soleil colorèrent les montagnes d'or et de violet, Tommy sentit quelque chose d'inattendu, la liberté. Plus de cris. Plus de dettes. Plus de peur. Juste le silence pur des bois et la promesse d'un jour nouveau. L'appel de la montagne. Le lendemain, il suivit des pistes de cerf à travers les broussailles, avançant de plus en plus loin dans la forêt. Sa petite taille l'aidait à passer là où un adulte se serait blessé. À mesure qu'il marchait, la peur se transforma en curiosité. Chaque pas était une victoire. Au bout de l'après-midi, il découvrit les ruines d'un ancien camp de bûcherons, plusieurs cabanes effondrées, des outils rouillés éparpillés sur le sol, des seaux cabossés, des cordes enroulées sur elles-mêmes, un vieux manche de hache oublié. Pour un enfant perdu, c'était un trésor. Il souleva un de ces objets, les caressa comme s'ils étaient vivants. Chaque outil racontait une histoire, chaque planche portait la mémoire d'une main qui avait travaillé. Dans une cabane presque détruite, il trouva ce qu'il allait chérir plus que tout, une cuillère en bois sculptée à la main, polie par le temps, ornée de fines encoches décoratives. Elle semblait l'attendre. Tommy la serra dans sa paume, c'était la première chose faite avec soin qu'il touchait depuis des mois. Ce n'était pas seulement un ustensile, mais un symbole, la preuve que même dans la rudesse, quelqu'un avait un jour choisi de créer de la beauté. Cette nuit-là, il grava son prénom sur le manche avec un caillou pointu. Tommy. Puis il s'endormit sous un abri de branches et de toiles récupérées, la cuillère contre sa poitrine comme une promesse silencieuse. Il ne survivait plus seulement, il commençait à construire. Le premier hiver. L'hiver qui suivit fut son véritable baptême. La montagne, tour à tour nourricière et cruelle, devint son école. Les vents de décembre hurlaient dans les vallées comme des esprits anciens. Le camp de bûcherons, à moitié effondré, ne suffisait pas à le protéger. Tommy apprit alors à lire les signes du ciel, à anticiper les tempêtes, à chercher refuge dans les grottes ou sous les pins serrés, là où la neige ne pénétrait pas. Il stockait le bois sec dans plusieurs cachettes, se fabriquait des manteaux de fortune avec des sacs de toile et des couvertures déchirées. Parmi les outils rouillés, il trouva une boussole en laiton, le verre fendu, le cadran terni, mais l'aiguille toujours fidèle au nord. Cette boussole devint son talisman, un symbole d'ordre au milieu du chaos. Quand tout semblait perdu, elle lui rappelait que même dans le désordre du monde, il existe toujours une direction vers laquelle avancer. Les mois les plus rudes lui révélèrent aussi la générosité cachée de la nature. Dans des clairières secrètes poussaient des oignons sauvages dont l'odeur piquante réveillait ses sens. Les ruisseaux, sous leur glace fine, offraient des truites vives. Et parfois, au cœur du silence, la forêt elle-même semblait lui parler, une branche tombant au bon moment, un rayon de soleil perçant les nuages juste assez longtemps pour lui redonner courage. L'enfant que la montagne a adopté. Les années passèrent ainsi, entre solitude et apprentissage. Chaque saison marquait une étape dans son évolution. Le garçon frêle et effrayé de la station-service devint un jeune bâtisseur, un enfant des bois. Il comprit les rythmes de la terre, le cycle des animaux, le langage secret des saisons. Et dans son abri, cette maison suspendue entre ciel et racines, il grava sur une planche de chêne ces mots simples. Je n'ai plus de parents, mais la montagne veille sur moi. Quand la nuit tombait, les petites lampes éclairaient la clairière, et les lucioles se mêlaient à leur lueur artificielle. Les chouettes observaient depuis les branches, les vents fredonnaient dans les feuilles. Il n'était plus un orphelin perdu. Il était devenu le fils des Appalaches, un enfant forgé par la nature, nourri par la patience, élevé par la solitude. Et peut-être, quelque part, les montagnes elles-mêmes savaient qu'elles avaient sauvé un de leurs enfants. La symphonie silencieuse de Tommy. Les baies de Bimont s'accrochaient encore aux arbres bien après la mi-novembre, petites perles sucrées suspendues entre les ronces. Elles récompensaient ceux qui osaient grimper malgré les épines. Dans les creux du sol, les lits de roche révélaient des cressons sauvages et de l'ail des bois et des saveurs qui rappelaient à Tommy les repas de sa grand-mère, ces jours anciens où le monde semblait plus tendre. Peu à peu, le rythme des montagnes devint le sien. L'aube signifiait la vérification de ses pièges, des collets bricolés à partir de cordes pourries et de fils tordus qu'il avait appris à assembler seul. Le midi était réservé à l'exploration et suivre les pistes d'animaux jusqu'au point d'eau, découvrir des abris naturels, mémoriser les reliefs. Le soir, c'était le temps du feu, de la préparation du repas, de la vigilance. Ces gestes simples, répétés, déterminaient la frontière entre une nuit paisible et une nuit d'angoisse glaciale. Quand le printemps revint, la montagne changea de visage. La fonte des neiges transforma les ruisseaux tranquilles en torrents furieux, effaçant les repères familiers mais dessinant de nouveaux chemins à travers la forêt. Le monde se remodelait,
et Tommy apprenait à s'adapter. Là où d'autres auraient vu le chaos, lui découvrit des trésors. Sous les couches fondues d'hiver, le sol libérait des objets oubliés, des morceaux d'outils, des restes de métal, des pièces qu'il pourrait transformer. Les équipes de voirie, jadis, avaient abandonné du matériel rouillé dans les coins reculés et des fragments d'humanité que la nature avait presque engloutis. Tommy commença à tracer ses propres cartes. Sur des morceaux d'écorce, il gravait au charbon les racines importantes, les sources d'eau, les lieux où il trouvait des ressources. Son vieux compas, précieux héritage, l'aidait à garder le sens des directions. Mais plus encore, il lui offrait quelque chose de symbolique, une certitude intérieure. La flèche toujours orientée vers le nord reflétait sa propre boussole intime, celle qui lui disait non pas où il était, mais où il pouvait aller. Chaque expédition ouvrait un nouveau chapitre, un verger redevenu sauvage, une grotte parfaite pour stocker la nourriture, un mirador de chasseurs abandonnés qui pouvait servir de matériau de construction. L'enfant craintif qu'il avait été se métamorphosait. Il se mouvait désormais dans la forêt comme une créature née de ces bois. Il savait reconnaître les chants d'oiseaux annonçant l'orage, distinguer le froissement léger d'un cerf du pas lourd d'un ours noir. Ses pieds, endurcis par des mois sans chaussures, avançaient sans bruit sur les tapis de feuilles mortes. L'été apporta l'abondance et les premiers signes du monde humain. Depuis les crêtes, il voyait les vallées s'étendre en contrebas, parsemées de petites villes comme des graines dispersées. Parfois, la fumée des cheminées s'élevait même par temps chaud, et dans le silence de la montagne, il entendait le bourdonnement lointain des voitures. Il lui arrivait de sentir l'odeur des barbecues ou le rire d'enfants portés par le vent. Ces bribes de civilisation lui rappelaient ce qu'il avait perdu et ce qu'il n'était plus. C'est durant cet été qu'il fit la découverte qui changea tout. En suivant une piste d'animaux vers le bas de la vallée, il tomba sur une route de terre jonchée d'objets que les habitants du coin avaient rejetés, meubles brisés, tôles rouillées, vieux appareils inutilisables. Pour eux, c'étaient des déchets. Pour Tommy, c'était de l'or. Une plaque de métal ondulée pouvait devenir un toit. Une chaise cassée offrait du bois solide. Même les clous tordus retrouvaient une seconde vie entre ses doigts patients. Ce soir-là, près de son feu, il observa son compas dont l'aiguille dansait à la lumière des flammes. Il comprit alors quelque chose de profond, survivre ne suffisait plus. Ces objets abandonnés, comme lui, méritaient une renaissance. Ils pouvaient servir à construire non pas un simple abri, mais une maison. Un lieu qui prouverait qu'il pouvait vraiment vivre au-delà de la peur et du manque. Sous la lumière tremblante du feu, il esquissa ses premières idées sur un morceau d'écorce, un plan, une vision. Il voulait bâtir quelque chose qui ne soit pas seulement utile, mais beau. Le compas, brillant comme une étoile miniature, semblait lui montrer la voie. Quand l'automne revint, marquant une année complète depuis son abandon, Tommy ne se considérait plus comme un enfant perdu attendant un sauveur. Il était un montagnard. Un bâtisseur. Un survivant qui voyait dans le rebut du monde des possibilités infinies. La boussole dans sa poche pointait vers le nord, mais ses rêves, eux, visaient bien plus haut. Au début de sa 2e année, Tommy avait grandi. 2 centimètres de plus, un corps allongé par l'effort constant, les muscles d'un jeune homme façonné par le travail manuel. Ses mains, autrefois douces, portaient désormais les traces du labeur, des callosités épaisses, des cicatrices fines, témoins silencieux de sa transformation. Mais plus encore que son corps, c'était son esprit qui avait changé. Il avait développé une logique d'ingénieur, une compréhension intuitive de l'espace et de la structure que même des années d'études auraient eu du mal à lui offrir. C'est au cours d'une chasse matinale qu'il découvrit l'endroit parfait pour sa grande œuvre. En suivant une piste de serre à travers un épais rideau de vignes sauvages, il pénétra dans un lieu caché du monde d'un cercle d'anciens chênes géants. Leurs troncs massifs formaient des murs naturels, et leurs branches entrelacées, 30 mètres au-dessus du sol, dessinaient un plafond digne d'une cathédrale. Le sol était étonnamment plat, jamais inondé même après les pluies. La lumière du matin s'y déversait en colonnes dorées à travers le feuillage, tandis que les vents restaient bloqués par la densité de la forêt. À l'est, une source claire jaillissait entre les roches, offrant une eau fraîche et constante. Tommy s'assit au centre du cercle, les yeux écarquillés. Il venait de trouver le cœur de son monde. Il n'allait pas simplement y construire un refuge, mais un sanctuaire. Un lieu qui s'intégrerait à la forêt, un dialogue entre la main de l'homme et la force du vivant. Il décida que les chênes resteraient intacts, qu'ils deviendraient les piliers vivants de son œuvre. Ce soir-là, il dessina ses premiers plans d'architecte sur une écorce lisse. Au charbon, il traça des lignes, des angles, des courbes.
Ce qui prenait forme sous ses doigts était à la fois pratique et merveilleux, une structure à plusieurs niveaux qui s'enroulerait autour des arbres comme un ruisseau contourne des pierres. Les matériaux récupérés trouveraient leur place dans cette harmonie, le métal, le bois, le verre, chacun conservant les marques de son passé. Cette nuit-là, naquit le plan qui guiderait 2 années de travail. Contrairement à ses esquisses précédentes, ce dessin-là montrait une maîtrise nouvelle, murs porteurs, drainage, liaison flexible capable de résister au vent sans rompre. Il n'avait jamais étudié, mais la montagne était devenue son professeur. La collecte des matériaux prit des semaines de préparation. Depuis les hauteurs, il observait les vallées et comprenait leur rythme, les camions poubelles du jeudi, les nettoyages de garage du samedi. À la tombée de la nuit, il descendait silencieusement, poussant une vieille brouette branlante, sa première machine de transport. Chaque trajet était une épreuve, chaque chargement un triomphe. Les plaques de métal d'une grange démolie devinrent des toits étanches. Les palettes jetées par une épicerie furent démontées en centaines de planches. Et un jour, il trouva ce qu'il considéra comme un miracle, une pile de blocs de béton abandonnés derrière un chantier terminé. Solide, uniforme, parfait pour ériger les bases de son rêve. Chaque morceau avait une histoire, des cadres de fenêtres encore garnis de verre qui apporteraient la lumière du jour dans sa cabane, des tuyaux de cuivre destinés à capter et guider l'eau de pluie, même les meubles brisés offraient du bois sculptable, des vis, des charnières. Rien n'était inutile. Tommy ne bâtissait pas à partir de rien, il bâtissait à partir du monde tel qu'il l'avait trouvé, en lui redonnant un sens. Sa méthode défiait toute logique conventionnelle. Il n'érigeait pas ses murs selon des plans standardisés, il dessinait en fonction de la matière qu'il avait sous la main. Lorsqu'il découvrit un lot de bardage en aluminium, il comprit qu'il pouvait créer des murs réfléchissants qui garderaient la chaleur en hiver et repousseraient la chaleur en été. Une trouvaille d'isolant transforma sa cabane en demeure confortable, même sous la neige. La construction façonnait son corps, mais surtout son esprit. Chaque obstacle devenait un problème à résoudre. Comment fixer une poutre à un arbre vivant sans blesser son écorce? Comment poser des fondations sur un terrain inégal avec des matériaux de récupération? Comment concevoir un toit capable d'évacuer la pluie tout en laissant l'eau nourrir les racines des chênes? Souvent, les réponses ne venaient pas pendant le travail, mais dans les silences le soir, face au feu, lorsque la forêt s'endormait. C'est là, dans ces pauses, qu'il comprenait que bâtir, c'était écouter autant qu'agir. Son plan gravé sur écorce devint son compagnon de route, couvert d'annotations et de corrections. À mesure que les jours s'étiraient, la clairière changeait de visage. Ce qui n'était qu'un cercle d'arbres devint un lieu habité, une œuvre vivante. On aurait dit que la forêt elle-même avait décidé d'élever une maison humaine parmi ses branches. Puis vint la tempête. Elle éclata sans prévenir, un soir de septembre, alors que Tommy érigeait la charpente principale. Le ciel se déchira d'un cri, et la pluie s'abattit avec une rage primitive. Le vent hurlait entre les troncs, balayant tout sur son passage. Tommy, trempé jusqu'aux os, tenta de protéger ses outils, de couvrir les poutres à demi montées. L'eau ruisselait sur son visage, mêlée à la sueur et à la boue. Mais au cœur de cette fureur, il sentit autre chose, une force ancienne, un rappel du monde qu'il avait choisi d'habiter. La nature n'était pas son ennemi, elle le testait. Et quand l'orage s'apaisa enfin, il se tint debout dans la clairière, les mains posées sur un tronc de chêne trempé, haletant, vivant. Il comprit alors qu'il n'était plus simplement en train de construire une maison. Il bâtissait un témoignage. Un lien entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il devenait. Lorsque le ciel prit la couleur du plomb ancien et que le vent se mit à hurler à travers les montagnes comme une bête affamée, Tommy comprit que ce n'était pas une tempête ordinaire. Il en avait connu d'autres, de ces nuits où la pluie tombait drue et la forêt se tordait sous la colère du ciel. Mais cette fois, tout semblait différent. La pression de l'air chuta si brusquement que ses oreilles éclatèrent d'un sifflement douloureux. Autour de lui, les chênes centenaires se mirent à osciller avec une force inédite, leurs branches gémissant, leurs racines craquant, tandis que les murs à demi construits de son abri tremblaient, menaçant de s'effondrer. La pluie ne tombait pas, elle attaquait. Elle frappait de biais, fouettant sa peau nue avec la férocité d'une grêle liquide. Dans un réflexe de survie, Tommy s'élança à travers le chantier détrempé, agrippant ses outils, ses planches, ses quelques matériaux les plus précieux. Il les traîna tant bien que mal sous la protection d'une paroi rocheuse, là où la montagne formait une voûte naturelle. Mais lorsqu'il tenta de sécuriser une plaque de tôle ondulée, un vent violent s'y engouffra, la transformant en voile meurtrière. L'enfant fut arraché du sol, projeté contre un tronc de chêne massif.
La douleur explosa dans son épaule gauche, irradia jusqu'à son bras, mais il n'avait pas le luxe de s'effondrer. Le vent emportait tout, des semaines de travail patient, des poutres taillées à la main, envolées comme des brindilles. Les feuilles, les branches et les fragments de métal tourbillonnaient dans un chaos d'acier et de bois. Son précieux plan, ce morceau de parchemin sur lequel il avait dessiné son avenir, était coincé sous une pierre. Il le vit frémir, prêt à s'envoler vers l'inconnu. Dans un élan désespéré, Tommy plongea vers son sac d'urgence. Ses doigts tremblaient, glissant sur le tissu humide jusqu'à rencontrer un objet oublié, une petite radio à pile, dénichée jadis lors d'une expédition de récupération. Elle n'avait jamais vraiment fonctionné, mais à cet instant, c'était son seul lien avec le monde. Trempé, paniqué, il tourna les boutons à l'aveuglette. Un déluge de parasites envahit l'air, puis une voix, lointaine mais claire, fendit le vacarme du vent. Alerte météo d'urgence pour les comtés de Logan et Mingo. La station nationale annonce une alerte de tornade effective immédiatement. Cherchez refuge dans un sous-sol ou une pièce intérieure du rez-de-chaussée d'un bâtiment solide. Ces mots le frappèrent plus fort que la bourrasque. Une tornade. Il était seul, sur une montagne, sans abri solide, sans cave, sans personne. La voix continua, évoquant des abris d'urgence et des routes d'évacuation dans les vallées plus bas. Là-bas, pensa-t-il, des familles se rassemblaient autour de tables, se tenaient la main, priaient peut-être. Lui, il n'avait que le grondement du vent pour compagnie. Pourtant, dans ce chaos, quelque chose changea. Les voix qui traversaient la statique n'étaient plus de simples sons, c'étaient des vies, des présences. Des voisins qu'il ne connaissait pas, mais qui partageaient la même peur, la même nuit, la même montagne. Pour la première fois depuis longtemps, Tommy sentit qu'il n'était plus complètement seul. La tempête dura 6 heures. Une éternité de fracas et de tonnerre. Quand enfin le matin s'annonça, la montagne avait changé de visage. Dans la pâleur grise de l'aube, Tommy contempla les ruines de son œuvre. Les murs gisaient à terre, brisés. Les planches étaient éparpillées comme des os blanchis. Son épaule brûlait, gonflée, raide. Et son plan, son guide, sa boussole avait disparu, arraché de son refuge et emporté par le vent. Mais le garçon ne pleura pas. Pas tout de suite. Il prit une grande inspiration, puis commença à marcher à travers les décombres, méthodique, presque adulte dans sa détermination. Certaines pertes étaient irréversibles, les tôles envolées, les poutres fendues. D'autres pouvaient être récupérées. Et, miracle, la forêt vivait encore. Les vieux chênes, ces gardiens du temps, tenaient debout, blessés mais debout. Leur endurance lui rappela ce qu'ils devaient devenir, souples, enracinés, capables de plier sans rompre. C'est alors qu'il vit la radio, couverte de boue, mais encore allumée. Elle grésillait, obstinée. Et au milieu des interférences, des mots clairs, routes bloquées, lignes électriques arrachées, mais il retint son souffle, aucune perte humaine. Dans la vallée, les gens s'étaient unis pour déblayer, reconstruire, survivre ensemble. Tommy resta longtemps à écouter. Ces voix parlaient d'espoir, de solidarité, de courage. Des mots simples qui réchauffèrent quelque chose en lui que le froid avait figé depuis longtemps. L'après-midi, avec son bras maintenu dans une écharpe improvisée, Tommy se remit au travail. Mais cette fois, il ne reconstruirait pas simplement une maison. Il allait ériger un symbole de résistance. Son nouveau plan naquit dans sa tête, clair comme une révélation, la structure devait être vivante, enracinée dans la montagne comme un prolongement de la nature. Les chênes serviraient de piliers, les rochers de fondation. Chaque élément devait pouvoir fléchir sous le vent, se plier sans se briser. Ce n'était plus seulement un abri contre la pluie, mais un défi lancé aux tempêtes futures. La radio, désormais son compagnon fidèle, continuait à diffuser des bulletins, des nouvelles, des rires parfois, des silences remplis d'humanité. C'était son fil invisible avec le monde. Grâce à elle, il planifiait ses journées, attendait les éclaircies, ajustait ses horaires. Et chaque fois qu'une voix humaine passait dans les ondes, il écoutait avec une attention presque religieuse. 2 semaines plus tard, alors qu'il fouillait un tas de débris près de la route menant à la vallée, ses yeux tombèrent sur un morceau de papier coincé entre 2 planches. Il s'agenouilla. C'était un dessin d'enfant. Les couleurs de crayon, bien que ternies par la pluie, restaient éclatantes, une maison à la cheminée tordue, des bonshommes souriants se tenant la main, un jardin rempli de fleurs. En bas, une inscription maladroite. Ma famille au Sahara, 7 ans. Tommy resta figé.
Le papier tremblait dans ses mains. Qui était Sarah? Où était-elle maintenant? Le dessin avait-il traversé la tempête depuis la vallée? Était-elle encore en vie? Il sentit une vague de douleur lui monter à la gorge. Ce simple dessin contenait plus de chaleur, plus de vie, que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Le reste de la journée, il fouilla les environs, espérant trouver d'autres traces. Rien. Seule cette feuille, rescapée d'un monde auquel il n'appartenait plus. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante du feu, le dessin posé sur ses genoux, Tommy écouta le grésillement familier de la radio. Des bénévoles parlaient d'aider des familles sans abri, de reconstruire des écoles, de préparer des repas chauds pour ceux qui avaient tout perdu. Il ferma les yeux, imaginant Sarah quelque part, blottie contre sa mère, dessinant peut-être une nouvelle maison. Et soudain, la solitude qui lui avait autrefois paru être une force se mua en fardeau insoutenable. Pendant 2 ans, il s'était convaincu que vivre seul, c'était être libre. Que bâtir de ses propres mains, sans dépendre de personne, c'était la preuve ultime de sa valeur. Mais à présent, il comprenait que ce n'était qu'une autre forme de peur. Peur de tendre la main, peur d'être rejeté à nouveau. Sarah, sans le savoir, venait de fissurer ce mur invisible qu'il avait dressé autour de son cœur. Il se mit à rêver de choses qu'il n'avait pas osé imaginer depuis longtemps, des repas partagés, des rires, une voix qu'il appellerait par son prénom sans colère ni obligation. Il pensa à descendre dans la vallée, à se présenter aux autorités, à dire simplement « Je m'appelle Tommy Mills. J'ai besoin d'aide. » Peut-être l'enverrait-on dans une famille d'accueil. Peut-être trouverait-il un foyer. Une table. Une voix qui dirait bonne nuit. Le matin, le soleil perçait enfin entre les branches des vieux chênes. La montagne brillait d'un éclat neuf, lavé de ses blessures. Tommy regarda autour de lui, la cabane en ruine, les troncs blessés, les planches redressées. Puis il leva les yeux vers le ciel, encore gris mais apaisé. Il sentit une paix nouvelle l'envahir. La tempête avait emporté son plan, mais elle lui avait rendu quelque chose de bien plus précieux, le désir de vivre, de recommencer, non plus seul contre le monde, mais avec lui. Et tandis que la radio émettait encore un faible signal, une voix de femme annonçant le retour du soleil sur la vallée, Tommy sourit pour la première fois depuis des mois. Dans sa main, le dessin de Sarah séchait lentement à la chaleur du feu. Un morceau d'enfance égaré, devenu pour lui une promesse, qu'après chaque tempête, il existe toujours un lendemain. Dans les jours qui suivirent la grande tempête, Tommy reprit le travail sur sa maison, mais cette fois, tout était différent. Il ne construisait plus seulement un abri contre le vent ou la pluie, mais une promesse, un espace né d'une vision nouvelle. Le dessin de Sarah, cette simple feuille couverte de traits d'enfant, ne lui avait pas montré ce qu'il avait perdu. Il lui révélait, au contraire, ce vers quoi il avançait. Sa cabane n'était plus seulement un refuge pour un garçon solitaire, elle devenait un lieu capable d'accueillir la chaleur des autres, un foyer où l'on pourrait créer des souvenirs comme ceux que Sarah avait imaginés. Cette idée bouleversa sa manière de bâtir. Peu à peu, il cessa de construire pour sa seule survie. Chaque planche, chaque poutre, chaque pierre posée semblait destinée à quelqu'un d'autre, à une présence future. Il aménagea un second espace de repos entre 2 chênes centenaires, comme une invitation discrète à ceux qui viendraient un jour. Il imagina un foyer central autour duquel des gens pourraient se rassembler, partager la lumière du feu, les histoires et les silences. Il tailla des ouvertures dans les murs, non pas pour surveiller les bois, mais pour encadrer la beauté du paysage, la lueur dorée du matin, les vallées couvertes de brume, les couchers de soleil qui incendiaient les troncs. Le dessin de Sarah, protégé entre 2 morceaux d'écorce, devint son talisman. Quand le découragement le saisissait à un mur trop instable, un matériau qui cédait, un plan qui échouait, il sortait la feuille et la regardait longuement. Les petites silhouettes y tenaient toujours leurs mains, semblant dire « Continue, tu n'es plus seul ». Ces visages d'enfants lui rappelaient que sa maison n'était pas seulement un assemblage de bois et de fer, mais le cœur d'un rêve partagé. Peu à peu, son regard sur les villages de la vallée changea aussi. Ce qui n'avait été pour lui que des sources anonymes de matériaux devint un réseau de vie qu'il commença à percevoir autrement. Ces gens, qu'il n'avait jamais rencontrés, étaient ses voisins. Leurs déchets, leurs objets brisés, participaient à sa création. Et dans les maisons d'en bas, les enfants dessinaient eux aussi des foyers pleins d'amour. À mesure que l'automne s'installait et que sa maison prenait forme, Tommy prit une décision qu'il n'aurait jamais osé envisager auparavant, lorsqu'elle serait achevée, lorsque le lieu serait prêt à accueillir la vie, il descendrait dans la vallée. Non pas pour renoncer à sa liberté, mais pour partager ce qu'il avait construit.
Le dessin de Sarah lui avait enseigné que le contraire de l'abandon n'était pas la solitude, c'était la connexion. Son refuge sous les chênes deviendrait la preuve vivante qu'un être rejeté pouvait encore bâtir quelque chose de beau, capable de rassembler d'autres âmes autour d'un feu commun. 3 ans s'étaient écoulés depuis sa première nuit dans les montagnes. Tommy avait maintenant 13 ans, et son corps s'était forgé dans l'effort quotidien. Ses bras s'étaient allongés, ses épaules s'étaient élargies à force de porter des charges sur les pentes abruptes. Ses mains, autrefois tremblantes, maniaient désormais les outils avec une précision et une assurance qui trahissaient l'expérience. Mais son plus grand accomplissement n'était pas visible à première vue. Il venait d'inventer un système de chariot ingénieux pour transporter les matériaux récupérés au fond de la vallée. L'idée était née d'une nuit de frustration, après des allers-retours épuisants le long des sentiers escarpés. Il s'était souvenu de la façon dont la pluie s'écoulait sur la montagne, toujours par le chemin le plus simple, le plus direct. Et s'il pouvait inverser ce principe? Utiliser la logique de la nature pour vaincre la gravité? À partir de roues trouvées sur un vieux caddie, d'essieux façonnés avec des tiges de fer et d'une plateforme construite à partir de palettes robustes, il mit au point un chariot capable de transporter 10 fois ce qu'il pouvait porter seul. Le véritable génie, cependant, résidait dans le système de poulies qu'il avait tendu entre les arbres de sa route principale. En attachant des cordes à des points d'ancrage soigneusement répartis, il pouvait tirer le chariot chargé depuis le bas de la montagne sans risquer de le voir dévaler la pente. Là où il lui fallait jadis 12 voyages, il n'en faisait plus que 2 ou 3. Cette invention lui libérait du temps pour la création, pour la construction fine. Sans le savoir, il avait abordé la physique comme un ingénieur, calcul de poids, équilibre sur terrain irrégulier, conception d'un frein rudimentaire à base de levier et de contrepoids. Chaque erreur devenait une leçon, chaque amélioration une victoire silencieuse. Mais cette réussite attira malgré lui l'attention. Ses allées et venues nocturnes, plus chargées qu'auparavant, éveillèrent les soupçons des habitants de la vallée. Des voix commencèrent à circuler, on remarquait des objets manquants sur les tas d'encombrants, des planches, des clous, parfois des outils. Certains déposaient désormais leur rebut à la dernière minute, craignant les voleurs de montagne. Tommy dut s'adapter. Il diversifia ses trajets, observant les villages, apprenant leur rythme, les horaires des camions de collecte, les habitudes des ouvriers de nuit, les lieux où les chantiers abandonnaient des restes de matériaux. Il développa un instinct presque animal pour le bon moment, la bonne route, la bonne cachette. Son chariot lui permettait de s'éloigner davantage, d'explorer d'autres zones. Son endroit préféré devint l'arrière-cour d'une vieille quincaillerie, Miller & Hardware. Le propriétaire, un certain Frank Miller, un homme âgé aux gestes précis, semblait trier ses déchets avec un soin particulier. Les planches encore solides étaient empilées d'un côté, les outils cassés d'un autre. Tommy observait souvent la scène cachée derrière une palissade, fasciné par cette méthode, comme si Frank savait que quelqu'un, quelque part, pourrait redonner vie à ses restes. Une nuit d'automne, alors qu'il remplissait son chariot d'une poignée de clous tordus qu'il comptait redresser, il entendit des pas dans le gravier. Son cœur bondit, il allait fuir quand une voix calme, légèrement voilée par les années, s'éleva dans l'obscurité. « Fiston, je sais que tu es là. » Tommy se figea. « Je t'ai vu venir ici pendant des mois, » reprit l'homme. « T'inquiète pas, tu n'as pas d'ennui. Je suis juste curieux de savoir ce que tu fabriques là-haut. » Le garçon resta immobile derrière un tas de planches, la respiration courte, prêt à s'enfuir. Frank, lui, parlait toujours, d'un ton presque bienveillant. « Quoi que tu construises, ça doit être quelque chose de spécial. Tu choisis bien ce que tu prends, jamais trop, jamais au hasard. Ça dit beaucoup sur toi. » Puis le vieil homme sortit une petite lampe de poche, non pas pour chercher, mais pour éclairer un autre tas, soigneusement disposé. « J'ai mis de côté quelques trucs qui pourraient être utiles, du bon bois, du matériel solide, même quelques câbles électriques encore en état. Ils sont à toi, si tu veux. Pas de questions, pas de dettes. » Il posa la lampe au sommet de la pile, sa lumière formant un halo chaud dans la nuit, puis s'éloigna tranquillement vers sa boutique. Tommy resta là, dissimulé dans l'ombre, incapable de bouger. Une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps lui serra la gorge. Ce geste simple, cette confiance silencieuse, valait plus que tous les matériaux qu'il avait jamais trouvés. Pour la première fois depuis des années, il sentit ses yeux se remplir de larmes. Frank venait de confirmer ce qu'il avait commencé à pressentir, même dans les vallées d'où il s'était exilé, la bonté existait encore. Même pour lui, le garçon invisible des montagnes. Ce soir-là,
Alors qu'il remontait le sentier avec son chariot plein et la lampe allumée accrochée à son sac, Tommy ne se sentait plus comme un voleur ni un fuyard. Il se sentait relié, à la fois aux chaînes qui l'abritaient et à la vallée qui lui avait, sans le savoir, tendu la main. Et tandis que le vent d'automne sifflait entre les branches, il comprit enfin que sa maison, perchée entre ciel et terre, n'était pas seulement un refuge. C'était une promesse, celle qu'un jour, quelqu'un suivrait la lumière laissée par un vieil homme et trouverait, au bout du chemin, un foyer construit avec amour, patience et foi en l'humanité retrouvée. Cette nuit-là, Tommy chargea sa charrette des présents de Franck, quelques outils, des planches, des clous, mais ce n'était pas le poids du métal ou du bois qui comptait. C'était celui, plus léger et plus précieux, de la reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, il savait que quelqu'un, quelque part, voyait ce qu'il faisait, comprenait la valeur silencieuse de ses efforts. Cette pensée réchauffait son cœur alors que la brume s'épaississait dans la vallée. Quelques jours plus tard, un matin de novembre où le ciel semblait déteint, Tommy fit une découverte qui allait transformer sa cabane de montagne en un véritable miracle technologique. En explorant la rive opposée du vallon, guidé par des rumeurs sur une ancienne usine d'électronique abandonnée, il tomba sur un trésor inattendu. Le lieu, désert depuis 2 ans, portait encore l'odeur de l'huile de machine et de la poussière métallique. Les propriétaires avaient quitté les lieux du jour au lendemain, laissant derrière eux des équipements et des matériaux d'une valeur considérable. Mais parmi ces ruines industrielles, ce qui attira le plus son regard, ce furent les panneaux solaires. Des dizaines d'entre eux, empilés sur le quai de chargement, leurs surfaces sombres intactes, prêtes à capter la lumière. Tommy resta un moment immobile, le souffle suspendu. Il avait entendu parler de l'énergie solaire grâce à sa vieille radio, dans ses émissions qui parlaient d'écologie et d'avenir durable. Mais en voir de véritables sous ses yeux, comprendre qu'il pouvait changer sa vie, fit battre son cœur plus vite que jamais. Son esprit s'enflamma aussitôt. Son abri pourrait avoir de la lumière électrique, de la chaleur en hiver, et même la puissance nécessaire pour actionner des outils. L'idée le grisa autant qu'elle l'intimida. Chaque panneau était immense, plus lourd que tout ce qu'il avait transporté jusque-là. Le défi logistique semblait insurmontable. Pourtant, Tommy, fidèle à sa patience méthodique, n'abandonna pas. Pendant des jours, il étudia les panneaux comme un élève appliqué. Dans le bureau abandonné de l'usine, il trouva des manuels techniques, des schémas de câblage jaunis qu'il lut avec la ferveur d'un moine déchiffrant des écritures sacrées. Il apprit, ligne après ligne, les bases de l'électricité, la manière dont le courant circulait, comment stocker l'énergie dans des batteries et la convertir grâce à des onduleurs. Tout cela, il l'assimila par pure volonté et nécessité. L'installation du réseau solaire devint le projet le plus ambitieux de sa jeune vie. Il conçut une structure de montage à partir d'armatures d'aluminium récupérées, ajustant les angles pour capter le maximum de soleil tout en gardant le dispositif invisible au regard curieux. Pour cela, il dut grimper dans les chênes géants, fixer des supports, tendre des câbles avec la précision d'un professionnel. Ses mains saignaient, mais son esprit brûlait d'enthousiasme. Le soir où il actionna enfin l'interrupteur, la magie s'opéra. Les petites ampoules LED s'illuminèrent une à une, baignant la pièce d'une lumière dorée. Tommy resta figé, ému, incapable de respirer pendant quelques secondes. Ce n'était plus seulement un abri. C'était un foyer. Un miracle né de ses mains d'enfant. Mais la lumière n'était que le début. Grâce à l'électricité, il remit en état un vieux réfrigérateur trouvé dans l'usine, où il pouvait désormais conserver des aliments frais. Puis, avec la même ingéniosité, il imagina un système d'eau courante, des pompes électriques, un réservoir sous pression, des tuyaux recyclés. L'eau claire de la source descendait désormais jusque dans sa cuisine et sa douche improvisée. Là où autrefois ne régnait que rudesse et froid, s'établissait maintenant un confort inattendu. Sa maison offrait chaleur, lumière, sécurité et même la promesse d'un avenir durable. Les longs hivers cessèrent d'être une épreuve. Grâce au chauffage électrique, il pouvait travailler à l'intérieur pendant les tempêtes, fabriquer des meubles, perfectionner son abri. La nuit, la lumière des lampes prolongeait ses heures d'activité bien au-delà du coucher du soleil. Il installa également une radio perfectionnée, capable de capter des fréquences lointaines, et même une petite station météorologique. Depuis qu'un ouragan avait détruit sa première cabane, Tommy vivait avec la peur du vent. Ce nouveau système lui permettait de prévoir les tempêtes, de se protéger avant qu'elles ne frappent. Et puis, quelque chose changea en lui. En observant les panneaux solaires briller doucement entre les branches, il comprit qu'il n'était plus un simple survivant arrachant à la nature ce dont il avait besoin. Désormais, il collaborait avec elle.
il produisait de l'énergie sans la détruire, respectait la forêt en plaçant les panneaux de manière à laisser passer la pluie jusqu'aux racines, sans abattre le moindre arbre. Sa maison n'était plus un simple refuge, c'était un manifeste silencieux. La preuve qu'un être humain pouvait vivre en harmonie avec la terre tout en bénéficiant du confort moderne. Les déchets que d'autres considéraient comme inutiles, panneaux abandonnés, tuyaux, câbles, planches tordues, devenaient entre ses mains les éléments d'un écosystème autosuffisant. Son foyer produisait sa propre électricité, collectait et distribuait son eau, et ne dépendait d'aucun réseau. Quand l'hiver recouvrit le vallon de neige, Tommy s'assit dans sa maison chauffée par le soleil, observant la lueur ambrée de ses lampes électriques. Dehors, la forêt dormait sous un manteau blanc. À l'intérieur, il réalisa qu'il avait créé quelque chose d'extraordinaire, non pas une simple construction, mais une vision. Un modèle de vie où la nature et la technologie ne s'opposaient plus, mais s'équilibraient. Un après-midi, alors que la lumière dorée filtrait à travers les branches, Tommy prit dans ses mains une bouteille verte ramassée des mois plus tôt derrière un restaurant. Il la leva vers le soleil, et le verre répandit sur les murs en bois des reflets d'émeraude mouvants. Ce fut une révélation. Sa maison avait dépassé le stade de la survie, même celui de la prouesse technique. Elle pouvait désormais devenir une œuvre d'art. Jusqu'ici, il avait privilégié la fonction à la beauté. Mais à présent que tout fonctionnait à la chaleur, la lumière, l'eau, il sentit naître en lui un besoin nouveau, embellir, élever, donner une âme visible à ce lieu. La bouteille verte devint le premier fragment de son prochain projet, une fenêtre en vitrail. Une rosace faite de verre recyclé qui transformerait la lumière du jour en éclat de cathédrale. Avec la même rigueur qu'il avait appliquée à la construction, Tommy se mit à collecter des bouteilles. Non plus pour leur utilité, mais pour leur couleur, leur transparence, leur promesse. Il ramassa des bouteilles de bière ambrée, de vin vert sombre, de médicaments bleu cobalt, et même de cristal clair. Chacune d'elles serait une note dans la symphonie de lumière qu'il composait. Il dut tout inventer, les outils, les méthodes. À l'aide d'un petit marteau, il apprit à briser le verre sans le réduire en miettes, à conserver la courbe des fragments. Le soir, sous la lueur tamisée de ses lampes solaires, il passait des heures à poncer les bords, à ajuster les pièces, à imaginer le dessin final. Son poste radio diffusait des morceaux de musique classique, Bach, Vivaldi, Mozart, et les notes semblaient guider ses mains, rythmer sa patience. Le cadre de la fenêtre, lui, provenait d'une vieille église en rénovation. Une arche gothique qu'un entrepreneur avait jugée, démodée, et jetée dans un dépôt de matériaux. Tommy l'avait récupérée sans savoir pourquoi, des mois plus tôt. À présent, il comprenait. C'était le chaînon manquant, la pièce destinée à recevoir son vitrail. Au fil des semaines, les morceaux de verre prirent place, un à un, dans l'arche de bois. Le soleil d'hiver, timide, se mit à filtrer à travers le dessin, projetant sur les murs des taches de couleurs mouvantes. L'intérieur de la cabane se transforma en sanctuaire. Chaque rayon semblait raconter une histoire, celle d'un enfant abandonné, d'un survivant devenu créateur, d'une âme qui avait trouvé la beauté au cœur de la solitude. Lorsque le dernier fragment de verre fut posé, Tommy recula pour contempler son œuvre. Le vitrail n'était pas parfait, certaines pièces étaient ébréchées, d'autres mal alignées. Mais dans la lumière de l'aube, tout cela disparaissait. Ce n'était pas la perfection qui comptait, c'était la vérité qu'il exprimait, celle d'un monde où même les choses brisées pouvaient, unies par la lumière, devenir splendides. Tommy sourit. Dans le silence des chênes, il comprit que sa maison n'était plus simplement une invention ou un refuge. C'était une offrande. Une preuve que la résilience, la créativité et l'amour de la nature pouvaient transformer la solitude en beauté pure. Et tandis que le vent d'hiver murmurait dans les branches, les rayons du soleil jouaient à travers les verres colorés, peignant sur le sol une mosaïque mouvante, le cœur même de son chef-d'œuvre, une cathédrale de lumière née des ruines du monde. La lumière à travers le verre. L'arc pointu devint le cœur de la façade orientale de sa maison, soigneusement orientée pour capter la première lueur de l'aube. Dès les premières heures du matin, le soleil se levait derrière les collines et traversait le verre coloré, peignant l'intérieur de son abri d'une lumière mouvante, presque sacrée. Construire cette fenêtre fut un travail de patience infinie, une œuvre d'art plus qu'une tâche d'artisan. Chaque éclat de verre devait être taillé avec précision, ajusté à son voisin jusqu'à ce que l'ensemble prenne forme, à la fois aléatoire et parfaitement cohérent, un chaos harmonieux, comme la nature elle-même. Au fil des jours, Tommy développa sa propre philosophie esthétique. Il comprit que la beauté ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'équilibre fragile entre les différences, cette façon qu'ont les choses dissemblables de s'unir pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes.
pendant 2 mois, il travailla chaque jour, profitant des rares heures de lumière hivernale pour discerner les véritables couleurs de ces matériaux. À mesure que l'hiver s'intensifiait autour de sa clairière, la solitude qui l'avait autrefois accablé se changeait en concentration paisible. Ses mains, couvertes de petites coupures, trouvaient un apaisement dans la répétition du geste, dans le tintement des fragments de verre qui s'assemblaient peu à peu en un langage de lumière. Le matin où il posa enfin la dernière pièce, un silence presque religieux enveloppa la forêt. Lorsque les premiers rayons du soleil franchirent l'horizon et traversèrent la fenêtre achevée, Tommy ressentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais et une joie pure, totale, dénuée de peur et de manque. Les murs de sa maison se couvrirent d'arc-en-ciel, de reflets dansant sur le bois poli et les objets façonnés de ses mains. Au fil du jour, les couleurs glissaient sur le sol, changeant d'intensité à mesure que le soleil montait, donnant à son refuge l'impression d'être vivant, respirant. Mais la beauté n'était pas le seul miracle accompli par cette fenêtre. Elle racontait une histoire, celle d'un enfant abandonné qui avait refusé de n'être qu'un survivant. Cette lumière proclamait au monde invisible qu'ici, dans le cœur sauvage des montagnes, un être humain continuait à créer, à rêver, à élever son esprit au-dessus de la peur et du froid. Sa maison n'était plus un abri de fortune, mais un sanctuaire. Le vert teinté disait que Tommy Mills n'avait pas seulement survécu à l'abandon, il l'avait transcendé. Très vite, la forêt elle-même sembla reconnaître ce changement. Les oiseaux, auparavant indifférents à sa présence, commencèrent à se poser près de la fenêtre, captivés par les reflets mouvants. Les écureuils et les tamias approchaient sans crainte, comme si la beauté les rassurait. Il y avait dans l'air quelque chose de nouveau, une paix que même les bêtes savaient sentir. La lumière ne nourrissait pas seulement les plantes ou les panneaux solaires, elle nourrissait la vie autour de lui. Avec cette œuvre, Tommy franchit une frontière invisible. Il n'était plus seulement un bâtisseur ingénieux, il devenait un artiste. Son regard sur le monde se transforma, le métal rouillé qu'il ramassait n'était plus un simple matériau, mais la promesse d'une sculpture. Les tessons de céramique colorée pouvaient se changer en mosaïques serpentant entre les racines des chênes. Même les gouttières, les rampes, les outils prenaient une dimension esthétique. Tout autour de lui devenait matière à beauté, et cette beauté appelait un témoin. Il comprit alors que son œuvre n'avait de sens que si elle pouvait être partagée. Un soir, assis dans la douce lueur de son foyer alimenté par l'énergie solaire, il contempla les reflets dansant sur les murs. La lumière filtrée par son vitrail dessinait des formes changeantes, des constellations mouvantes sur le bois blond. Dans ce spectacle silencieux, une idée germa. Un jour, il inviterait d'autres à venir voir. Un jour, le monde saurait ce qu'un enfant seul, armé de patience et de courage, avait accompli ici, parmi les vieux chênes. Mais le secret de Tommy ne resta pas longtemps intact. Un matin de mars, alors que la neige fondait en rigoles claires, il remarqua quelque chose d'étrange près de l'entrée de sa clairière, des empreintes fraîches dans la boue. Trop grandes pour appartenir à un animal, trop régulières pour être accidentelles. Quelqu'un s'était arrêté là, immobile, observant peut-être sa maison à travers les arbres dépouillés. Son cœur s'emballa. Il suivit les traces jusqu'à un promontoire rocheux d'où l'on voyait parfaitement sa façade orientale et la fenêtre colorée. Là, sous une pierre plate, un éclat de papier attira son regard. Il se pencha, hésitant, les mains tremblantes. Sous le caillou, un petit mot était plié, protégé du vent. Il le déplia avec précaution. L'écriture était nette, rapide, mais soignée. À celui qui a construit cette maison merveilleuse. Tu n'es pas seul. Ton travail est magnifique et inspirant. Un ami qui comprend. Les mots le frappèrent comme un éclair. Après 3 années d'isolement absolu, quelqu'un l'avait trouvé. Quelqu'un avait vu son œuvre et au lieu d'y voir une menace, y avait perçu de la beauté. Le billet n'était pas signé, mais l'écriture trahissait une éducation certaine, et la bienveillance du ton ne laissait place à aucun doute, celui ou celle qui avait écrit ces lignes ne voulait pas nuire. Toute la journée, Tommy resta bouleversé. Il oscillait entre l'excitation d'avoir enfin été vu et la peur viscérale de perdre son refuge. Si une personne avait trouvé le chemin jusqu'à sa clairière, d'autres pouvaient suivre. Le fragile équilibre de sa solitude venait de se fissurer. Le soir, il observa la forêt, écoutant les bruits familiers du vent et des branches, mais cette fois chaque craquement semblait porteur d'une présence humaine invisible. Dans les jours qui suivirent, il se mit à renforcer les protections autour de son sanctuaire. Il érigea des écrans de camouflage faits de branches et de feuillages, traça des sentiers de surveillance, aménagea des points d'observation d'où il pouvait guetter sans être vu. Pourtant, derrière la prudence, une part de lui espérait secrètement que, l'ami qui comprend, reviendrait.
car la solitude, une fois fissurée, revient en vagues puissantes. Il découvrait à quel point il avait soif de voix humaines, de regards bienveillants. Depuis quelque temps, les rumeurs venant des vallées avaient changé de ton. À la radio, les habitants parlaient de « lumières étranges » dans les montagnes, d'ombres humaines aperçues au lever du jour, de constructions mystérieuses. Tommy comprit que son vitrail, son chef-d'œuvre, était devenu un phare. Sa beauté l'avait trahi. Ce qu'il avait créé pour célébrer la vie risquait maintenant d'attirer la curiosité du monde extérieur. 2 semaines après le premier message, un second billet apparut. Cette fois, il était suspendu à une branche, exactement sur le sentier que Tommy empruntait chaque matin. L'auteur connaissait donc ses habitudes, ses trajets, sa routine. Le message, plus long, révélait davantage. Ton installation solaire est incroyable. Je suis ingénieur, et je n'ai jamais vu une conception pareille. N'aie pas peur. Je veux seulement comprendre comment tu as réussi cela. Le mot « ingénieur » fit battre le cœur de Tommy à la fois d'espoir et de crainte. Voilà quelqu'un qui pouvait vraiment saisir la portée de ce qu'il avait accompli mais aussi quelqu'un ayant peut-être le pouvoir de le dénoncer. Une personne capable d'alerter les autorités, de détruire en un instant ce fragile paradis bâti de ses mains. Toute la soirée, il pesa le pour et le contre. Le vent soufflait dehors, et la lumière du vitrail projetait sur le sol des fragments rouges et bleus, comme des pensées qui se disputaient dans son esprit. Pouvait-il faire confiance à cet inconnu? Et s'il s'agissait d'un piège? Mais en même temps, ce message témoignait d'une curiosité sincère, d'un respect presque fraternel. Enfin, il prit une décision qui allait tout changer. Il sortit une plaque de carton propre, traça soigneusement les lettres avec un stylo noir qu'il gardait précieusement, et écrivit. Merci d'avoir vu la beauté plutôt que les problèmes. J'ai construit cela parce que je n'avais nulle part où aller. Mais c'est devenu bien plus que cela. Si tu es vraiment un ami, viens au coucher du soleil demain. Seul. Il posa le message au pied du même arbre où il avait trouvé la lettre précédente, et pour qu'il ne s'envole pas, il le lesta d'un petit éclat de verre coloré à un fragment de son vitrail. C'était à la fois un signe de confiance et une signature. Celui ou celle qui trouverait ce morceau saurait qu'il provenait du véritable créateur de la maison. Le lendemain, à mesure que le soleil descendait derrière les montagnes, Tommy gravit la plateforme la plus haute de sa maison. De là-haut, il voyait la forêt s'assombrir lentement, le ciel virant au cuivre. Dans ses mains, les jumelles qu'il avait récupérées de l'ancienne usine d'électronique lui permettaient de scruter les alentours. Son cœur battait fort, non de peur, mais d'attente. Il savait que les prochaines heures décideraient de tout, de sa solitude, de son avenir, peut-être même de sa liberté. Il observa les sentiers qui serpentaient entre les chênes, les derniers rayons du jour illuminant le vitrail derrière lui comme une flamme vivante. Pour la première fois depuis longtemps, Tommy sentit que quelque chose de plus grand que lui était en marche, une force qui reliait la lumière, la main humaine et le mystère du monde. Le vent s'éleva doucement, faisant chanter les feuilles comme une promesse. Et, dans ce souffle mêlé de peur et d'espérance, il attendit que l'inconnu apparaisse. Dans la lumière déclinante du crépuscule, Tommy savait que tout allait basculer. Soit il allait rencontrer le premier allié humain depuis 3 ans, soit il perdrait le sanctuaire qui était devenu son monde entier. La femme qui émergea de la forêt n'était pas celle qu'il s'était imaginée. Le docteur Elena Vasquez avançait entre les fougères avec la précision silencieuse de ceux qui connaissent les règles de la nature. Son sac à dos orange vif la trahissait, elle faisait partie d'une mission officielle de recherche. Sur sa veste, des instruments brillaient dans la lumière dorée du soir, un GPS, une radio à double fréquence, des fusées de détresse. Devant cette vision, le cœur de Tommy se serra. Elena paraissait dans la quarantaine, les cheveux argentés attachés en queue de cheval, le visage tanné par des années passées au grand air. Elle portait le gilet d'une coordinatrice de sauvetage, couvert d'insignes certifiant son autorité. Ce n'était pas une simple randonneuse perdue. C'était une femme qui pouvait, d'un mot, changer sa vie pour toujours. Depuis sa cachette dans la canopée des vieux chênes, Tommy la suivait du regard. Il voyait dans ses gestes non pas la menace d'une intruse, mais la curiosité d'une scientifique. Elena s'arrêtait à chaque détail de son œuvre, le câblage des panneaux solaires, les charnières forgées à la main, les assemblages de matériaux récupérés, ajustés avec une précision presque impossible. Elle effleurait du bout des doigts les jointures, observait chaque ligne comme on lirait un poème écrit dans le bois. Quand elle atteignit la fenêtre de verre coloré, son pas se figea. Lentement, elle sortit un petit appareil photo numérique et captura ce qu'elle voyait.
Ce simple clic fit bondir Tommy. Une photo, c'était une preuve. Et une preuve, c'était la fin. La fin de la paix, la fin de la solitude, la fin de la maison qu'il avait bâtie de ses mains. Pourtant, l'attitude d'Elena n'avait rien d'officiel. Son regard n'était pas celui d'une inspectrice gouvernementale. C'était celui d'une femme émue par la beauté. La lumière filtrée à travers le verre peignait son visage de bleu et d'or, et Tommy vit, pour la première fois depuis des années, une émotion sincère sur un visage humain. Une émotion qui ressemblait à la sienne. Soudain, la radio d'Elena grésilla. Elena, ici base. Statut sur le secteur 7 ? Elle resta immobile, hésitant entre son devoir et quelque chose de plus profond. Après un long silence, elle porta la radio à sa bouche. Secteur 7, aucun signe d'activité humaine récente. Je poursuis sur le secteur 8. Le mensonge s'éleva dans l'air froid comme la fumée d'un feu de camp. Elle venait de risquer sa carrière pour protéger un garçon qu'elle n'avait jamais vu. Puis, levant les yeux vers les branches où il se cachait, elle parla doucement, comme si elle s'adressait aux arbres. Je sais que tu es là. Je te suis depuis 2 semaines. Je comprends pourquoi tu te caches, mais il faut que tu saches, tu n'es plus seul. D'autres te cherchent. Quelqu'un a signalé des lumières étranges dans la vallée. Le shérif organise une enquête. Les mots lui glacèrent le sang. Tout ce qu'il avait construit allait disparaître. Mais Elena continua. Je vais te donner 48 heures. Après cela, je devrais faire mon rapport et les autorités viendront ici. Mais si tu acceptes de me faire confiance, il existe peut-être une autre voie. Elle sortit alors de son sac une chemise cartonnée, épaisse de papier et de photos, qu'elle posa au sol près d'une note gravée de la main de Tommy. Je ne suis pas seulement secouriste. Je suis aussi ingénieur en structure. Ce que tu as bâti est exceptionnel. Ces documents décrivent une procédure pour obtenir un permis de construction rétroactif et transformer ton site en projet éducatif. Ce serait long, il y aurait des inspections, mais tu pourrais rester ici. Elle fit quelques pas vers la lisière de la forêt avant de se retourner. J'ai été abandonné moi aussi, à 12 ans. J'ai vécu 6 mois dans une voiture avant qu'on trouve une manière de m'aider sans m'enlever ce qui me restait d'indépendance. Le système peut parfois fonctionner, mais seulement si on sait l'apprivoiser. Sois intelligent, Tommy. Le dernier rayon du soleil fit scintiller les boucles métalliques de son sac tandis qu'elle disparaissait entre les troncs. Le silence retomba sur la clairière, laissant le garçon seul avec un choix qui changerait sa vie. La chemise manille reposait sur le sol, fragile pont entre son monde secret et la réalité compliquée des humains. Cette nuit-là, Tommy s'installa sous la douce lumière de ses lampes LED. Autour de lui, la maison qu'il avait construite semblait respirer. Les murs en bois murmuraient les souvenirs de chaque clou, chaque planche. Sur la table, les papiers d'Elena s'étalaient comme une carte vers un avenir inconnu. La radio captait des voix lointaines, patrouilles, hélicoptères, recherches dans la montagne. Le langage administratif des documents l'effrayait, formulaire, clause, signature, mais une phrase revenait sans cesse, possibilité de régularisation permanente du site. C'était plus qu'un espoir. C'était une porte ouverte vers une vie légitime, sans renoncer à tout ce qu'il avait bâti. Mais la montagne, indifférente aux rêves des hommes, allait bientôt le rappeler à sa dure loi. La fièvre arriva sans prévenir, un soir de novembre, comme un orage éclatant dans la nuit. Tout commença par une simple égratignure, une coupure sur un morceau de métal rouillé. En quelques jours, la plaie s'infecta. Son bras enfla, brûlant comme s'il avait pris feu de l'intérieur. Son corps grelottait, trempé de sueur, tandis que chaque respiration devenait un combat. Pendant 2 jours, il lutta seul, s'accrochant à la vie par instinct. Il fit bouillir des écorces de saule pour apaiser la fièvre, appliqua du miel sauvage sur la blessure, buvait l'eau des sources fraîches de la vallée. Mais la chaleur montait, les taches rouges s'étendaient, dessinant sur sa peau des rivières de feu. C'est alors qu'il comprit, la forêt ne pouvait plus le sauver. S'aventurer dans Millares Valley de jour, à visage découvert, c'était trahir sa promesse de disparaître. Pourtant, il n'avait plus le choix. Chaque pas jusqu'à la ville lui paraissait un vertige. Les collines qu'il connaissait par cœur devenaient des montagnes d'ombre. La clinique médicale de Main Street brillait comme un phare. À travers les vitres, il vit des étagères pleines d'antibiotiques, de pansements, de remèdes contre la fièvre, tout ce dont il avait besoin pour survivre. Mais franchir ces murs exigerait le geste le plus difficile de sa vie. Tommy n'avait jamais volé.
Tout ce qu'il possédait venait des rebuts du monde, planches abandonnées, objets cassés, outils oubliés. Il n'avait jamais pris ce qui appartenait à quelqu'un. Pourtant, cette nuit-là, la frontière entre nécessité et faute s'effaça. Il contourna le bâtiment, cherchant une entrée discrète. La porte arrière céda sous un outil qu'il avait fabriqué des années plus tôt pour ouvrir des pièges à renards. L'odeur le frappa aussitôt, un mélange d'alcool, de désinfectant, de latex. Une odeur de propreté et d'espoir. Sous la lumière artificielle, les fioles brillaient comme des trésors. Ses mains tremblaient en cherchant les boîtes marquées amoxicilline, povidone, compresse stérile. Chaque geste lui pesait. Chaque respiration lui rappelait qu'il volait non pas pour vivre mieux, mais simplement pour vivre. Lorsqu'il ressortit, le vent froid le gifla, et il sentit ses forces le quitter. La forêt l'attendait, immense, indifférente et protectrice à la fois. Dans l'obscurité, la voix d'Elena résonnait encore dans sa mémoire. Parfois, le système peut fonctionner, mais seulement si on est assez intelligent. En regagnant sa clairière, Tommy comprit que son isolement n'était plus une protection. C'était une prison. Assis près du poêle qu'il avait construit de ses mains, il avala les médicaments avec de l'eau de pluie. Son corps brûlait, mais son esprit, lui, s'éclairait. Il pensa à cette femme qui avait vu dans son œuvre non pas une anomalie, mais un miracle. Il pensa à ce monde qu'il avait fui, mais qui, à travers elle, lui tendait peut-être la main. Le feu crépita, projetant sur le mur les reflets du vitrail coloré. Les rouges et les bleus dansaient sur son visage, dessinant le portrait d'un enfant entre deux mondes, celui qu'il avait bâti seul, et celui qu'il allait devoir affronter. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit plus seulement la peur. Il sentit la possibilité du retour. La nuit où la montagne brûla. L'esprit de Tommy vacillait entre fièvre et lucidité tandis qu'il fouillait fébrilement dans les armoires métalliques d'un petit dispensaire de montagne abandonné. Ses mains tremblaient lorsqu'il lisait les étiquettes des flacons, amoxicilline, le même antibiotique que sa grand-mère lui donnait jadis pour ses otites d'enfant, ibuprofène, pour calmer la fièvre qui le consumait, crème antiseptique, pour nettoyer cette plaie infectée qui battait au rythme douloureux de son cœur. Les bouteilles semblaient peser une tonne, comme si chacune contenait non seulement un médicament, mais aussi le poids de sa conscience. Chaque comprimé volé représentait à la fois son salut et sa damnation. Tommy, fidèle à la rigueur morale qu'il s'était imposée depuis 3 ans de survie solitaire dans les montagnes, ne prit que le strict nécessaire. Il laissa derrière lui les médicaments puissants dont il ignorait l'usage, refusant de céder à la tentation. Pourtant, aucun acte de prudence ne pouvait effacer la vérité nue, il venait de franchir une frontière qu'il s'était juré de ne jamais franchir. Pour la première fois, il prenait quelque chose qui appartenait réellement à autrui. Le chemin du retour vers sa clairière lui parut interminable. Il avançait dans un brouillard de fièvre et de culpabilité. Chaque pas était un combat contre la douleur et la honte. 2 fois, il dut s'arrêter, pris de vertige, le souffle court, le visage ruisselant de sueur. Dans son sac, les boîtes de médicaments semblaient devenir de plus en plus lourdes, comme si leur poids matériel se mêlait à celui de sa faute. Lorsqu'il atteignit enfin son sanctuaire, cette maison suspendue entre les vieux chênes qu'il avait bâtis de ses mains avec du bois récupéré et du métal rouillé, il s'effondra presque. Le froid de la nuit pénétrait à travers les interstices du plancher, mais il ne le sentait plus. Tremblant, il avala les antibiotiques en pleurant, des larmes brûlantes roulant sur ses joues enfiévrées. Les médicaments agissaient vite, la douleur diminua, la fièvre tomba, son souffle retrouva un rythme plus calme mais aucun remède ne pouvait guérir la blessure invisible qu'il venait de s'infliger à l'âme. Pendant une semaine entière, alors que son corps se rétablissait, Tommy ne dormit presque pas. Il se tournait dans sa couche, rongé par un tourment silencieux. Il avait survécu 3 ans dans les montagnes sans jamais renoncer à sa décence, sans jamais trahir son code moral. Et voilà qu'il avait volé pour la première fois. Même si ce vol lui avait sauvé la vie, il se demandait à quel prix. Puis, une nuit d'insomnie, la solution s'imposa à lui comme une évidence. Si la communauté d'en bas lui avait involontairement offert la vie à travers ses médicaments, alors il devait rendre quelque chose d'une valeur égale, peut-être même supérieure. Mais que pouvait donner un garçon de 14 ans, sans argent, sans famille, sans statut? Tommy comprit que son unique richesse résidait dans son savoir. 3 ans de survie lui avaient appris à bâtir avec presque rien, à créer de la beauté à partir des rebuts, à tirer du monde naturel une sagesse que peu d'adultes connaissaient encore. Il allait offrir cela. Non pas sous la forme d'un discours ou d'un livre, mais d'un geste concret, d'une œuvre utile à ceux qui vivaient dans les vallées qu'il observait depuis son perchoir.
Les flacons vides posés sur son étagère semblaient le juger. Mais il lui rappelait aussi que la rédemption ne venait pas de la honte, mais de l'action. L'hiver approchait, et avec lui, Tommy se lança dans le plus ambitieux projet de son existence, non pas une nouvelle cabane, ni un dispositif ingénieux, mais un acte de réparation destiné à la communauté humaine qu'il avait fui pendant si longtemps. Un matin, alors que l'aube peinait à percer le brouillard, une odeur inhabituelle flotta jusqu'à sa clairière. C'était un parfum âcre, mordant, chargé de cendres. Tommy leva la tête, la brise venait du sud. L'odeur devint plus forte au fil des heures, jusqu'à irriter ses yeux et lui brûler la gorge. Grimpant dans l'un des vieux chênes qui dominaient la vallée, il vit, loin en contrebas, la cause de cette inquiétude grandissante, une ligne de feu s'étendait sur plusieurs kilomètres, ondulant et avançant comme une créature vivante, dévorant la forêt à une vitesse terrifiante. Son vieux poste radio, alimenté par les panneaux solaires qu'il avait installés sur le toit, se mit à grésiller. Des voix paniquées s'entremêlaient, ordres d'évacuation, rapports d'incendie croisés, appels à l'aide. Les pompiers volontaires de 3 comtés étaient mobilisés. Le vent violent et la sécheresse transformaient ce qui aurait dû être un simple feu de sous-bois en un désastre régional. Tommy écoutait, le cœur serré, tandis que le feu gagnait du terrain à vue d'œil. En milieu d'après-midi, des colonnes de flammes franchirent les cimes à moins d'1 kilomètre de sa clairière. Le ciel devint orange, puis rouge. Des tourbillons de fumée montaient comme des tornades. Le grondement du bois qui brûle résonnait dans la vallée comme un tonnerre continu. Si rien ne changeait, le feu atteindrait son refuge avant la nuit. Mais Tommy savait que sa maison n'était pas comme les autres. Construite de métal récupéré, protégée par des chaînes au bois dense et entourée de blocs rocheux naturels, elle formait un îlot relativement sûr. Les panneaux solaires montés sur des cadres d'acier ne prendraient pas feu, et la petite source qui alimentait son système d'eau formait une barrière naturelle. Alors qu'un autre aurait pris la fuite, Tommy prit une décision qui allait changer sa vie, il y resterait. Pas par orgueil, mais parce qu'il savait qu'il pouvait transformer son abri en sanctuaire. Son intuition lui disait que d'autres auraient besoin d'un refuge. Et s'il pouvait sauver ne serait-ce qu'une vie, cela compenserait peut-être son acte de vol passé. Il renforça les portes, humidifia le sol autour des fondations, vérifia la réserve d'eau et plaça des couvertures humides près des entrées. Puis il attendit, l'oreille collée au poste radio. Les messages se faisaient de plus en plus désespérés, des équipes encerclées, des routes bloquées, des villages menacés. Au crépuscule, 3 silhouettes apparurent entre les troncs noircis. Des hommes, titubants, couverts de suie, les casques jaunes tachés de cendres. C'étaient des pompiers volontaires, exténués après 18 heures de combat contre le feu. Leur chef, le capitaine Rodriguez, s'arrêta net en découvrant la construction insolite qui s'élevait au milieu du bosquet, une maison étincelante de métal et de verre, surgie d'un rêve au cœur du cauchemar. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» murmura-t-il, éberlué. Tommy sortit de l'ombre. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage marqué par la fatigue, mais son regard était clair, déterminé. « C'est ma maison, dit-il calmement. Vous êtes en sécurité ici. Le feu ne peut pas nous atteindre. » Les hommes n'avaient plus la force de poser des questions. Ils suivirent le garçon à l'intérieur, découvrant un espace lumineux, propre, étonnamment moderne. L'éclairage venait de lampes solaires suspendues au plafond, l'eau coulait claire dans un évier de fortune relié à la source du ruisseau. Des chaises, des tables, des lits de fortune, tout semblait à la fois simple et ingénieux, façonné de matériaux récupérés mais assemblés avec un soin presque artistique. Les pompiers s'effondrèrent, épuisés, incapables de cacher leur soulagement. Le vent mugissait dehors, charriant des braises incandescentes, mais les murs d'aluminium renvoyaient la chaleur. La maison se transforma en île de calme au milieu de l'enfer. Toute la nuit, Tommy resta éveillé. Il surveillait les flammes depuis une lucarne, écoutait les communications radio, ajustait la ventilation pour éviter l'intoxication par la fumée. À chaque message d'urgence, il répondait. Quand le capitaine Rodriguez reprit des forces, il se présenta sur les ondes, signalant leur position et confirmant qu'ils étaient sains et saufs. La voix du dispatché, brisée par le soulagement, résonna dans le poste. « On croyait vous perdu, capitaine. Où êtes-vous ? » Dans un abri incroyable. Un garçon de 14 ans a construit quelque chose qu'aucun adulte n'aurait imaginé. Les pompiers observaient Tommy avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Ce jeune garçon, que le monde avait oublié, avait conçu un refuge plus sûr que la plupart des infrastructures modernes. À l'aube, lorsque le feu commença à s'éloigner,
ne laissant derrière lui qu'un paysage de cendres et de silence, le soleil perça à travers les volutes de fumée. Ses rayons frappèrent les parois métalliques de la maison, les faisant briller d'une lumière dorée. C'était comme si la montagne elle-même bénissait cet enfant qui avait su défier la destruction. Le capitaine Rodriguez ôta son casque, désormais noirci et cabossé, et le posa sur la table. « Ce que tu as fait ici, dit-il d'une voix rauque, pourrait changer la façon dont on construit dans ces régions. Ce lieu, c'est une leçon de survie, mais aussi d'humanité. » Tommy resta silencieux, les yeux tournés vers la vallée calcinée. Dans son cœur, il sentit la fièvre de la honte se dissoudre pour laisser place à quelque chose de nouveau, la paix. Il n'était plus seulement le garçon qui avait volé pour survivre. Il était devenu celui qui avait donné refuge. Et dans le casque posé sur la table, marqué par le feu mais toujours orné de l'insigne du courage, il vit le symbole de sa rédemption, la preuve que même dans les flammes, il existe toujours un chemin vers la lumière. Il avait passé 3 longues années à bâtir un refuge pour lui seul et découvrait à présent que sa véritable mission avait toujours été d'offrir un refuge aux autres. L'incendie avait dévasté des milliers d'hectares de forêt, transformant la montagne en un paysage de cendres et de silence, mais il avait aussi révélé au monde le secret qu'il croyait à l'abri des regards. Ce sanctuaire né de solitude et de nécessité ne pouvait plus rester caché. Au petit matin, 2 heures après l'aube, le grondement d'un hélicoptère fendit l'air saturé de fumée. Ses pales brassaient les cendres suspendues comme une neige grise, cherchant désespérément l'équipe de pompiers disparus pendant la nuit. Depuis son chêne protecteur, Tommy observait l'engin tourner au-dessus de la vallée, l'œil inquiet mais résigné. Son monde secret allait être découvert. L'appareil finit par se poser dans une clairière voisine. De la porte s'élança le shérif William Carson, un homme grand, la cinquantaine avancée, les cheveux d'argent, le visage buriné par des décennies de tempêtes et d'opérations de secours dans ces montagnes capricieuses. À sa suite descendit la docteure Elena Vasquez, reconnaissable à son gilet de coordination et à la précision méthodique de ses gestes, la même ingénieure qui, des semaines plus tôt, avait laissé des messages soigneusement rédigés pour le mystérieux habitant du bois. Lorsque Carson aperçut Tommy debout à côté de sa maison improbable mi-cabane, mi-sculpture, mi-cathédrale de bois et de verre, son expression changea. D'abord la surprise, puis la reconnaissance, enfin une compréhension silencieuse. Il sortit de la poche de sa chemise un papier plié en 4, un avis de recherche jauni, diffusé dans tout l'État 3 ans auparavant. Sur la photo, un garçon de 9 ans souriait à l'objectif, insouciant, avant que le monde ne s'effondre autour de lui. « Tommy Mills », dit le shérif d'une voix grave, alourdie par le poids d'une énigme enfin résolue. « Mon garçon, sais-tu combien de personnes t'ont cherché ?» Tommy resta immobile. Le papier tremblait légèrement dans les mains du shérif. Le visage enfantin qui le fixait appartenait à un autre monde, celui des familles brisées, des promesses non tenues, des routes sans retour. Le jeune homme du présent, lui, avait bâti quelque chose d'extraordinaire à partir des débris de cet abandon. « Je sais », répondit-il doucement. « Mais j'ai trouvé ici un endroit bien meilleur que tout ce qu'ils auraient pu m'offrir. » À cet instant, le capitaine Rodriguez sortit de la maison, encore couvert de suie mais vivant, reconnaissant. Il posa une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Bill, dit-il au shérif, ce gamin nous a sauvés. Son abri est un chef-d'œuvre. Il a conçu une construction entièrement résistante au feu, uniquement à partir de matériaux récupérés. Tu devrais voir comment il a pensé chaque détail. On ne parle pas ici d'un fugitif, mais d'un inventeur. » Elena s'approcha à son tour, fascinée. Elle parcourait le site avec l'œil expert de l'ingénieur, les panneaux solaires alignés pour capter la moindre lumière, le système d'eau autonome, les murs porteurs faits de poutres imbriquées comme une dentelle de bois. Tout fonctionnait sans électricité, sans réseau, sans dépendance à autre chose que l'intelligence et la nature. Regardez cette fenêtre, appelait-elle en se plaçant devant le vitrail qui illuminait l'intérieur d'une mosaïque mouvante de couleurs. Ce n'est pas qu'un abri, c'est une leçon d'architecture durable. Ce garçon a mis au point une méthode de construction qui pourrait révolutionner la manière de bâtir dans des zones isolées. Mais Carson, malgré l'émerveillement, savait que la loi ne se plie pas à la poésie. Dans sa main, le rapport d'enfant disparu rappelait ses devoirs, signalement, protection, procédure. 3 ans d'indépendance ne suffisaient pas à effacer le fait que Tommy n'avait que 14 ans. « Tommy, dit-il d'un ton compatissant, ce que tu as créé est exceptionnel. Mais tu restes un mineur. Il existe des règles, et des gens dont la mission est de veiller à ce que tu sois en sécurité. Nous devons suivre la procédure. » Le mot tomba comme un coup près. Procédure.
Après 3 années à décider seul de tout, où vivre, quoi manger, comment survivre, l'idée d'être replacé sous autorité lui donna le vertige. Il sentit un vide dans sa poitrine, comme si son refuge lui échappait déjà. « Et, ma maison » demanda-t-il d'une voix presque inaudible. « Que va-t-elle devenir » Elena s'avança, sortant de son sac une liasse de documents. « C'est là que les choses se compliquent. Ce que tu as bâti ici a une valeur immense, à la fois scientifique et éducative. Il existe des dispositifs légaux pour transformer ce site en projet expérimental. Si tout est validé, tu pourrais garder un lien officiel avec ton œuvre. » Elle lui remit un dossier épais, propositions pédagogiques, demandes de permis, protocoles administratifs. Entre ses mains, ces feuilles représentaient une forme d'espoir mais aussi la fin de la simplicité, la fin du silence des chaînes et du feu crépitant. Le shérif conservait toujours l'avis de recherche. L'image du petit garçon souriant semblait lui rappeler que cette histoire dépassait désormais Tommy. Quelque part, des gens avaient attendu, prié, cherché ce visage perdu. 3 jours plus tard, la nouvelle fit le tour du pays. Quand le rapport officiel du capitaine Rodriguez parvint aux rédactions régionales, des photos du « Miracle Mountain Home » commencèrent à circuler sur les réseaux. En moins d'une semaine, des camions de télévision s'entassaient sur les routes forestières, et les hélicoptères des médias planaient au-dessus des collines comme des vautours mécaniques cherchant le meilleur angle de vue. La première à se présenter fut Janet Torres, journaliste chevronnée venue de la capitale de l'État. Sa veste rouge éclatante et ses cheveux impeccablement lissés juraient avec le décor, mais son regard trahissait une curiosité sincère, presque admirative. Elle posa sa caméra devant la façade illuminée du vitrail, les couleurs dansaient sur les troncs comme une aurore inversée. « Tommy » demanda-t-elle d'une voix posée, « comment un garçon de 14 ans a-t-il pu concevoir ce que des architectes qualifient de révolution ?» Le jeune homme resta silencieux un moment. Le souffle du vent, les branches qui craquaient au-dessus de lui, tout paraissait soudain trop vaste. Il sentit sur sa peau la brûlure invisible de la curiosité du monde. « J'ai seulement utilisé ce que les gens jetaient », finit-il par dire. « J'ai compris que tout ce qu'on abandonne garde une valeur, si on prend le temps de la regarder autrement. » Mais sa réponse, simple et humble, ne suffisait plus à contenir l'ampleur de l'histoire. Les forums en ligne s'enflammèrent, on y débattait d'architecture écologique, d'autonomie énergétique, de recyclage créatif. Des associations environnementales le proclamaient pionnier. Des universités demandaient à étudier sa conception. Les caméras le suivaient partout, sa main posée sur les panneaux solaires, la pompe à eau qu'il avait assemblée à partir de vieux moteurs, les joints en cuivre qu'il avait forgés lui-même. Chaque geste devenait symbole. Chaque image, manifeste. Et dans le tumulte, Tommy restait debout, un peu perdu. Le monde qu'il avait reconstruit de ses propres mains lui échappait lentement, absorbé par la fascination des foules. La forêt, jadis son royaume silencieux, bruissait à présent de voix, de questions, de promesses et de menaces. Pourtant, derrière ses yeux encore empreints d'enfance, brillait une certitude, il n'avait pas survécu seulement pour lui. Son refuge, sa maison, ses vitraux et ses circuits improvisés portaient désormais une autre mission, celle d'enseigner, d'inspirer, de prouver qu'au cœur même de la perte, l'esprit humain peut bâtir lumière et avenir. Et lorsque le soleil déclinant vint se poser sur les vitres colorées, projetant des arcs de feu sur les visages des journalistes, Tommy sourit pour la première fois depuis longtemps. Dans ce mélange de beauté et de chaos, il reconnaissait quelque chose de familier, la vie, indomptable, imprévisible, renaissante. Il ne savait pas encore ce que les lois décideraient de lui ni ce qu'il adviendrait de sa création. Mais une chose demeurait claire, les racines de son refuge plongeaient désormais plus profond que celles des chênes anciens. Aucune procédure, aucune caméra, aucun décret ne pourrait déraciner ce qu'il avait appris à la dignité du travail, la force du silence, la foi en la renaissance. Et quelque part, au-delà de la montagne, le vent qui soufflait entre les branches semblait murmurer son nom comme une bénédiction. Tommy Mills, l'enfant du bois devenu bâtisseur de lumière. Le sanctuaire révélé. Son système hydraulique fournissait une eau pure, captée directement aux sources cristallines de la montagne. Ces dispositifs ingénieux de gestion des déchets ne laissaient aucune trace, pas même une empreinte écologique. Ce qui, autrefois, n'était qu'un ensemble de solutions de survie bricolées dans la solitude, était désormais étudié comme une prouesse d'ingénierie durable, digne de brevets et de conférences internationales. La docteure Elena Vasquez, devenue presque malgré elle la porte-parole de Tommy, traduisait pour le monde les merveilles techniques de cet enfant qui, à 12 ans, avait su construire ce que tant d'adultes ne parvenaient qu'à imaginer. Face aux caméras,
elle expliquait patiemment les principes de ces structures, la récupération de l'énergie solaire, la circulation de l'air, la filtration naturelle de l'eau, l'équilibre entre fonctionnalité et beauté. Elle traduisait le langage instinctif de Tommy à un langage né de la nécessité et de l'observation en vocabulaire scientifique. Ce qu'il a accompli ici, déclarait-elle, représente un tournant fondamental dans notre manière de concevoir l'habitat durable. Son ton était calme, presque solennel. Elle savait que derrière cette réussite se cachait un enfant marqué par la solitude, mais animé d'une force créatrice que rien n'avait pu éteindre. Pourtant, cette soudaine célébrité eut un prix. Les journalistes se mirent à envahir la forêt, piétinant les jeunes pousses, effrayant les animaux que Tommy nourrissait parfois à la main. Des drones bourdonnaient au-dessus de son toit comme des moustiques mécaniques. Des équipes de télévision laissaient derrière elles des bouteilles, des câbles, des papiers gras et des cicatrices dans ce sanctuaire qu'il avait préservé avec tant de soin. Le shérif Carson, accablé, devait gérer des embouteillages improbables sur les chemins de montagne. Les routes, jadis désertes, étaient désormais encombrées de vent au logo criard. Des hélicoptères survolaient la vallée, violant l'espace aérien restreint pour obtenir la meilleure vue du chef-d'œuvre du petit génie. Ironie cruelle, la même incendie qui avait dévoilé le refuge de Tommy au monde continuait de brûler plus loin, mais les caméras s'étaient détournées des flammes pour se concentrer sur l'histoire sensationnelle du « garçon de la montagne ». Son espace de repos, jadis un cocon de silence et de sérénité, se transforma en forteresse. Il barricada les ouvertures, éteignit les lampes solaires, tenta de recréer un semblant d'intimité. Ce qui avait été son foyer devint un musée vivant, chaque objet photographié, chaque mur analysé, chaque outil exposé comme une relique. Là où Tommy voyait simplement l'endroit où il avait appris à survivre, d'autres ne voyaient qu'un symbole, un message, une fable inspirante. Le plus difficile à supporter n'était pas le bruit, mais la déformation. Les récits médiatiques le remodelaient selon leurs besoins. Certains en faisaient un enfant martyr, victime d'une société indifférente. D'autres le présentaient comme un héros écologique conscient de sa mission. D'autres encore voyaient en lui un prodige à encadrer, un futur architecte à exploiter. Mais aucun de ces portraits ne saisissait la vérité. Tommy n'avait voulu ni prouver, ni sauver, ni impressionner. Il avait simplement voulu vivre. Et en vivant, il avait découvert que la survie pouvait devenir art, que la nécessité pouvait enfanter l'innovation, et que la solitude, parfois, préparait le cœur à la communauté. Chaque mot filmé devenait une arme. Chaque phrase, un titre de journal. Les caméras ne capturaient pas seulement son image, elles lui volaient son intimité. Quand le soleil se couchait sur son chêne sacré, projetant à travers son vitrail les couleurs familières du crépuscule, Tommy comprit que son existence venait d'entrer dans une nouvelle ère. L'enfant invisible des montagnes devenait malgré lui une figure publique, un symbole que d'autres façonneraient à leur guise. Le jugement des adultes. Quelques jours plus tard, un homme à la veste brune gravit péniblement le sentier de pierre. Dans ses mains, une large enveloppe en papier craft, si épaisse qu'elle semblait contenir le poids d'un avenir tout entier. L'envoyé du tribunal tendit le pli avec la maladresse de quelqu'un peu habitué aux forêts. À l'intérieur, un nom revenait, juge Margaret Collins. Elle avait ordonné une évaluation complète de la situation du jeune garçon. Sur la table de bois que Tommy avait lui-même façonnée, les documents s'étalaient comme un labyrinthe administratif. 3 chemins s'y dessinaient. 1. Le placement en famille d'accueil, solution classique qui impliquait de quitter la montagne et de remettre son refuge entre les mains de l'État. 2. L'hébergement collectif, sous surveillance éducative, offrant un semblant d'autonomie mais au prix d'une vie partagée dans des murs étrangers. 3. L'émancipation supervisée, proposition sans précédent, Tommy pourrait demeurer chez lui, à condition de prouver sa capacité à subvenir à ses besoins et à entretenir légalement la propriété. Ce dernier choix éveillait en lui un mélange d'espoir et de crainte. Son représentant légal, David Chen, un homme calme d'une trentaine d'années, s'assit face à lui avec un respect qui trancha avec l'attitude des journalistes. Ses gestes étaient mesurés, sa voix douce, comme s'il craignait de troubler l'équilibre fragile du lieu. La juge souhaite comprendre ce que tu as vraiment construit ici, expliqua-t-il. Elle a vu les photos, lu les rapports techniques, mais elle veut entendre tes mots à toi. Ce que ce lieu signifie. Tommy hocha la tête sans répondre. Ses mains, habituées à sculpter le bois et le métal, tremblaient en effleurant ses feuilles couvertes d'un langage étranger, droit de garde, tutelle de l'État, disposition de propriété. Des mots qui réduisaient 3 années de vie, de croissance et de douleur à de simples catégories bureaucratiques. « Et si je choisis l'émancipation » demanda-t-il.
David lui montra une page épaisse, couverte de paragraphes serrés. Cela signifierait que tu serais responsable de toi-même, mais sous supervision des services sociaux. Tu pourrais rester ici, mais le terrain devrait être légalement à ton nom, et tu devrais démontrer que tu peux subvenir à tes besoins. Tommy fronça les sourcils. Je n'ai pas besoin d'argent pour vivre ici. Je le sais, répondit David avec un sourire triste. Mais la loi ne comprend pas la simplicité. Elle réclame des preuves, un revenu, des papiers, un statut. Il resta silencieux. Comment expliquer à ces gens qu'un enfant avait appris à se nourrir du vent, du bois et de la lumière? Qu'il n'avait pas besoin de compte bancaire pour exister? Les portes s'ouvrent. Mais entre ces lignes administratives, une lueur inattendue apparaissait. L'attention médiatique qu'il redoutait tant avait aussi attiré des alliés. Des organisations environnementales proposaient de financer sa maison comme projet de démonstration. Des cabinets d'architectes offraient des contrats de consultation pour étudier ses techniques d'assemblage et d'isolation. Des éditeurs envoyaient des offres de livres, fascinés par l'idée qu'un adolescent ait redéfini la notion même d'habitat écologique. Et plus surprenant encore, le district scolaire envisageait de transformer son refuge en laboratoire d'apprentissage en plein air. Des élèves viendraient y étudier les énergies renouvelables, la récupération des matériaux, la construction durable. Ils aimeraient te proposer un poste de tuteur, expliqua David. Tu recevrais un salaire, et tu resterais ici, tout en partageant ce que tu as appris. L'idée fit battre son cœur plus vite. Enseigner, transmettre ce qu'il avait découvert seul, au fil des tempêtes et des saisons. Peut-être qu'ainsi, sa solitude aurait servi à quelque chose. David sortit alors un second dossier. Il y a autre chose que tu dois savoir, ajouta-t-il doucement. Nous avons retrouvé des membres de ta famille. Tommy leva les yeux, incrédule. Ta tante maternelle vit en Californie, poursuivit-il. Elle a appris ton histoire et souhaite t'aider, si tu le veux. Les mots le frappèrent comme une eau glacée. Pendant 3 ans, il s'était convaincu qu'il n'avait plus personne. Qu'il avait été effacé du monde comme une erreur. Savoir qu'une tante existait, qu'elle avait cherché à renouer, fissura quelque chose dans le mur intérieur qu'il avait bâti pour se protéger. Il ferma les yeux, envahi par une vague de souvenirs, le rire de sa mère, les repas autour d'un feu, les soirs où la peur du froid se mêlait à la tendresse. Tout cela qu'il avait enfoui rejaillissait soudain, douloureux et doux à la fois. L'enfant et la montagne. Le soir venu, il sortit de sa cabane. La forêt reprenait lentement son souffle après le passage des hommes et des caméras. Le vent faisait chanter les feuilles de chêne comme un cœur apaisé. Tommy leva les yeux vers la fenêtre aux vitraux. Les couleurs s'y reflétaient comme une promesse, rouge de la passion, vert de la résilience, bleu de la liberté. Tout ce qu'il avait construit n'était pas seulement une maison. C'était un témoignage vivant de ce que l'être humain peut accomplir lorsqu'il écoute la terre au lieu de la dompter. Il pensa à la juge, à David, à Elena Vasquez. Tous ces adultes qui voyaient en lui un symbole, un modèle, une cause. Et il eut envie de leur dire, je ne suis pas un miracle. Je suis simplement le fils des montagnes. Mais au fond de lui, il savait que le monde ne lui rendrait plus jamais son anonymat. Il lui faudrait apprendre à vivre entre deux réalités, celle du silence des arbres et celle du vacarme des hommes. Peut-être, songea-t-il, que le véritable défi n'était pas de survivre, mais d'accueillir. Accueillir ceux qui viendraient apprendre, écouter, comprendre. Transformer son refuge en école, son isolement en partage, sa peur en transmission. La lune se leva derrière les collines. Dans le clair-obscur, la cabane sembla respirer, comme un être vivant. Et Tommy, debout devant son œuvre, comprit qu'il venait de franchir un seuil invisible. Il n'était plus seulement l'enfant qui avait survécu, il devenait le gardien d'un héritage. Un héritage né de la solitude, nourri par la forêt, et désormais offert au monde. Tommy s'approcha lentement de la grande fenêtre aux vitraux qu'il avait lui-même façonnée. Les rayons de l'après-midi se brisaient en éclats de lumière sur le sol et les meubles qu'il avait patiemment fabriqués, répandant dans la pièce un arc-en-ciel mouvant qui semblait respirer avec la maison. Ce refuge, autrefois son monde entier, prenait une nouvelle dimension, il devenait un symbole, un lieu d'apprentissage, un pont entre la solitude qu'il avait endurée et la communauté qu'il commençait à comprendre avoir toujours désirée. Dans ses mains, les documents juridiques paraissaient lourds, non par leur matière, mais par le poids des choix qu'ils contenaient. Chaque signature possible ouvrait un futur différent, l'un promettait la liberté mais risquait la perte, l'autre garantissait la sécurité au prix de l'autonomie. Mais pour la première fois, tous reconnaissaient une vérité qu'ils n'avaient jamais osé espérer,
que ses réalisations avaient de la valeur, et que sa voix méritait d'être entendue. Au crépuscule, alors que David se préparait à redescendre en ville avec les premières réflexions du garçon, Tommy réalisa qu'il entrait dans un monde où les décisions ne se prenaient plus seules, où l'aide n'était pas une faiblesse, et où sa maison parmi les chaînes pouvait devenir la fondation de quelque chose d'encore plus grand que la survie, le partage. Le palais de justice de Millers Valley n'avait jamais connu pareille affluence. Ce matin-là, la salle d'audience débordait, pompiers, écologistes, travailleurs sociaux, architectes, journalistes venus de 3 États, tous étaient là. Mais Tommy ne voyait qu'un seul objet, une petite clé dorée posée devant lui, forgée de ses propres mains à partir de cuivre et de laiton récupérés, son talisman. Il lui avait fallu 3 nuits sans sommeil pour la façonner dans une minuscule fonderie qu'il avait construite lui-même. Chaque dent, chaque courbe portait la trace de son patient travail, poli jusqu'à refléter la lumière froide du tribunal. La clé ouvrait la porte de sa maison dans les montagnes, mais elle symbolisait bien plus, son choix d'ouvrir désormais cette porte à la vie, à la communauté, à l'avenir. Le procureur James Whitney présenta la position de l'État, malgré son génie, Tommy restait un mineur ayant besoin de protection. Il évoqua les dangers, l'absence de soins médicaux et d'éducation formelle, décrivant 3 années d'isolement comme une carence irréparable. Votre honneur, déclara-t-il, nous admirons tous son ingéniosité, mais nous ne pouvons ignorer qu'il a grandi sans encadrement adéquat, sans école, sans soins. 3 années essentielles à son développement. Face à lui, l'avocate Sarah Martinez et la docteure Elena Vasquez offrirent un autre récit, celui d'un enfant autodidacte, ayant non seulement survécu, mais développé des compétences en ingénierie, en architecture et en écologie avancées dignes d'un diplômé. Lorsque la juge Margaret Collins appela Tommy à la barre, un silence presque sacré s'abattit. Le garçon, qui pendant 3 ans n'avait parlé qu'aux arbres et aux animaux, devait maintenant expliquer ses choix devant des inconnus dont le verdict déciderait de sa vie. Tommy, dit la juge d'une voix douce, j'ai lu les rapports détaillant vos réalisations, mais j'ai besoin de vous entendre. Pourquoi devrions-nous vous permettre de continuer à vivre de manière indépendante? Tommy serra la clé dans sa main. Son métal chaud semblait lui insuffler le courage des nuits passées à apprendre, à construire, à rêver. Votre honneur, commença-t-il, quand mes parents m'ont laissé à cette station-service, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. Je pensais qu'être jeté signifiait être sans valeur. Mais la montagne m'a appris que rien n'est sans valeur, pour peu qu'on sache voir son potentiel. Il désigna les photos accrochées au mur, sa maison, ses ateliers, ses ponts suspendus entre les arbres. J'ai bâti ma maison avec des choses que les gens avaient jetées. Et moi aussi, j'étais quelque chose que l'on avait jeté. Mais je me suis reconstruit. Si vous m'envoyez en foyer, vous direz que ce que je suis devenu n'est pas suffisant. Que 3 ans d'apprentissage, de création, d'effort, n'ont aucune importance parce que je n'avais pas d'autorisation. Personne ne bougea. On n'entendait que le léger bourdonnement des néons. Je ne veux plus vivre seul, poursuivit-il. Je veux partager ce que j'ai appris. Montrer à d'autres enfants qu'être abandonné ne signifie pas être brisé. Ma maison peut devenir un lieu où l'on apprend à transformer les morceaux cassés de sa vie en quelque chose de beau. La juge observa la clé que Tommy tenait toujours. Je l'ai fabriquée moi-même, expliqua-t-il. Elle ouvre la porte de ma maison, mais surtout, elle représente mon choix d'ouvrir cette porte à d'autres. Je ne demande pas le droit de me cacher. Je demande le droit de partager. Lorsque la juge Collins annonça une pause, Tommy fut aussitôt entouré de ceux qui croyaient en lui, Elena Vasquez, le capitaine Rodriguez, David Chen et des dizaines d'autres. La clé passa de main en main, chacun admirant son travail, comprenant ce qu'elle symbolisait, le passage de la survie à la transmission. À la reprise, la juge rendit sa décision. Elle reconnut à Tommy une émancipation supervisée, un statut spécial qui lui permettait de demeurer dans sa maison tout en collaborant avec la communauté. Son sanctuaire des chênes allait devenir un centre d'apprentissage, un pont entre son passé de solitude et son avenir de guide. 1 an plus tard, l'air du matin vibrait de rire et de voix d'enfants. Dans sa clairière, Tommy, désormais âgé de 15 ans, observait un groupe de collégiens venus de 3 comtés. Il découvrait les principes d'autonomie et de durabilité qu'il avait autrefois développés pour survivre, capteurs solaires, systèmes d'irrigation naturelle, techniques d'isolation faites de mousse et d'écorce. Sa voix, douce mais assurée, portait le calme d'un jeune homme qui avait appris par nécessité et enseignait désormais par amour. Sur une table fabriquée en bois de grange récupéré, un grand livre d'or recueillait les signatures de ceux qui avaient franchi le seuil de son univers. Chaque nom y racontait une renaissance, scientifique venu étudier ses inventions, architecte en quête d'inspiration,
famille curieuse d'un mode de vie plus simple, et surtout, des jeunes qui retrouvaient l'espoir en découvrant que la différence pouvait être une force. Ce jour-là, Emma Rodriguez, 13 ans, la fille du pompier qui, des années plus tôt, avait trouvé refuge dans la maison du garçon, prit le stylo avec solennité. Elle venait d'achever une semaine de stage d'été consacrée à la construction écologique. Sur la page, elle écrivit en lettres appliquées. Cet endroit m'a appris qu'être différent, ce n'est pas être brisé. Les plus belles choses naissent quand on voit des possibilités là où les autres ne voient que des problèmes. Tommy lut ces mots, le cœur serré d'une joie tranquille. Tout ce qu'il avait espéré se réalisait, son isolement devenait source de lien, sa douleur devenait apprentissage. Autour de lui, la forêt vibrait d'une vie nouvelle, les feuilles chuchotaient, les oiseaux lançaient des cris curieux, le vent semblait approbateur. Son programme éducatif grandissait. Les ateliers se succédaient toute l'année, construction durable, énergie renouvelable, protection de l'environnement. Des bus arrivaient chaque semaine, déposant des étudiants, des professeurs, des familles. Les anciens abandonnaient leur scepticisme à mesure qu'ils découvraient ce que ce garçon avait accompli seul, puis offert au monde. À la tombée du soir, Tommy resta un moment seul sous les chênes. Le soleil couchant filtrait à travers son vitrail, peignant le sol d'or et de pourpre. Il sortit la clé dorée de sa poche, elle portait encore les marques de ses doigts, usées mais intactes. Il la fit tourner entre ses paumes, songeant à la route parcourue de l'enfant abandonné au bâtisseur, du bâtisseur au mentor. Une brise légère passa entre les branches, soulevant quelques feuilles. Il sourit. Là, au cœur de la forêt, la maison qu'il avait construite pour survivre était devenue une maison pour apprendre, pour guérir, pour rêver. Et le garçon qu'on avait cru perdu était devenu un guide pour ceux qui cherchaient encore leur propre lumière. La leçon du chêne, le don de bâtir l'avenir. Le véritable enseignement du programme que Tommy avait créé ne se limitait pas à la construction durable ou à la gestion écologique. Sous la surface des exercices et des projets, il portait un message plus profond, celui de la résilience, de la transformation intérieure et de la foi en la possibilité de renaître, quelles que soient les circonstances. Dans l'ombre mouvante des grands chênes, entre les rayons de lumière qui filtraient à travers les vitraux colorés de son atelier, Tommy observait Emma et ses camarades assembler leurs propres créations. Ils bâtissaient de petites maisons d'oiseaux et des jardinières à partir de matériaux de récupération, leurs mains enfantines découvrant la noblesse cachée du bois usé, du métal cabossé et du verre brisé. Leur rire résonnait dans la clairière, mêlé au murmure du vent et au clapotis de l'eau courant dans les conduits qu'il avait lui-même conçus. C'était une musique nouvelle, celle de l'espoir en train de prendre forme. Les enfants venaient d'horizons variés, certains appartenaient à des familles stables cherchant une éducation environnementale plus concrète, d'autres provenaient de foyers d'accueil, de milieux instables ou blessés, et trouvaient ici une vérité qu'ils n'avaient jamais connue, que la survie pouvait devenir une forme d'art. Souvenez-vous, disait souvent Tommy en surveillant leur progrès, les manches retroussées, le regard pétillant, chaque morceau de matériau a une histoire et un potentiel. Il passait d'un groupe à l'autre, aidant un élève à redresser une planche, un autre à ajuster un clou, tout en poursuivant, d'une voix calme mais habitée. Notre tâche n'est pas de juger ce qu'une chose a été, mais d'imaginer ce qu'elle pourrait devenir. Cette phrase, devenue presque un mantra, résonnait bien au-delà du bois sacré. Elle portait en elle l'essence même de son parcours. Le bosquet s'était transformé, tout comme lui, mais sans jamais perdre son âme d'origine. Là où se dressait jadis sa maison solitaire, il y avait désormais un ensemble harmonieux de structures, salles de classe, ateliers ouverts, espaces communs. Tout avait été bâti selon les principes que Tommy avait élaborés: respect de la nature, réutilisation intelligente, beauté dans la simplicité. Les panneaux solaires captaient l'énergie du soleil pour alimenter l'éclairage et les outils pédagogiques, les systèmes d'eau, perfectionnés avec soin, permettaient d'accueillir de plus grands groupes tout en préservant l'équilibre écologique du lieu. Le tout respirait une cohérence tranquille, une sorte de dialogue permanent entre l'ingéniosité humaine et la sagesse naturelle. C'est dans cette atmosphère paisible que la docteure Elena Vasquez, désormais conseillère technique du programme, apparut un matin, le visage illuminé d'un sourire enthousiaste. « Bonne nouvelle », annonça-t-elle en déposant un dossier sur la table de travail. Le service d'extension universitaire souhaite intégrer notre programme à son catalogue officiel d'éducation environnementale. 3 autres États veulent en adopter le modèle. Tommy accueillit la nouvelle avec la même humilité qu'à ses débuts. Il savait que ses reconnaissances avaient de la valeur, mais son véritable bonheur se trouvait ailleurs, dans les histoires individuelles, celles qui naissaient chaque jour parmi les jeunes qu'il guidait. Il pensait à Michael Santos, 16 ans, un garçon issu du système d'accueil.
L'été passé, Michael avait découvert dans le bois du chêne une vocation inattendue. Il avait appris à manier les outils, à comprendre la structure d'un mur, mais surtout à reconnaître que sa propre instabilité, cette succession de foyers, de visages, de départs pouvait devenir une force, l'adaptabilité. Là où il voyait autrefois une cicatrice, Tommy lui avait montré une aptitude précieuse. Et puis il y avait Maria Chen, une adolescente timide dont la famille se débattait dans des difficultés financières. En apprenant à concevoir de petits systèmes d'énergie solaire, elle avait compris que ses compétences pouvaient ouvrir des portes, bourses, études, carrières qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Maria avait écrit dans le livre d'or du programme. Ici, j'ai appris que la lumière ne vient pas toujours du ciel, parfois elle naît de nos propres mains. Chaque soir, Tommy lisait ses messages dans le silence de son atelier. Le livre d'or, couvert de poussière et de traces de doigts, devenait un témoin vivant de l'impact de ses choix. Il y découvrait non pas des louanges, mais des fragments de transformation humaine, des professeurs écrivaient leur gratitude d'avoir vu leurs élèves s'éveiller, des travailleurs sociaux racontaient comment certains jeunes, auparavant perdus, avaient retrouvé confiance, des familles notaient qu'après une journée passée ici, elles voyaient différemment la forêt, le vent, l'eau et même leurs propres gestes quotidiens. Tommy comprenait alors que sa décision d'ouvrir son sanctuaire avait déclenché une onde bien plus vaste que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le bosquet n'était plus seulement un refuge, c'était devenu un cœur battant, un lieu de passage où des vies se réparaient, où la peur se transformait en création. Les enseignants amenaient leurs classes pour apprendre l'innovation et l'autonomie. Les assistants sociaux recommandaient le programme à des jeunes en difficulté, convaincus qu'ils y trouveraient un exemple concret de résilience. Les familles montaient parfois depuis la vallée, attirées par la curiosité, et repartaient avec une émotion nouvelle, la certitude qu'elles pouvaient réduire leur empreinte sur la terre tout en renouant avec ce qui comptait vraiment à la nature, la communauté, la simplicité. Un après-midi, alors que le soleil couchant faisait danser sur les murs les reflets familiers du vitrail oriental, Tommy s'assit quelques instants pour contempler son parcours. Il repensa au petit garçon de 9 ans abandonné sur le parking d'une station-service, tremblant de froid et de peur. À l'enfant qui avait dû apprendre à chasser, à construire, à survivre. Et à l'adolescent qu'il était devenu, 15 ans à peine, debout au centre d'un lieu qui enseignait la vie à d'autres. Cette prise de conscience le submergea d'une émotion douce et vaste, l'abandonné était devenu un guide, le fugitif un bâtisseur de ponts. Il reliait désormais des existences, des cœurs, des possibles. Ce soir-là, le dernier message du livre d'or provenait de Madame Patterson, la vieille voisine qui, des années plus tôt, observait à travers sa clôture les rosiers de Tommy sans savoir qu'un enfant vivait seul derrière ses fleurs. Elle avait enfin visité le bosquet, marchant lentement entre les constructions illuminées de couleurs, et ses mots, tremblés mais lucides, résumaient tout ce que cette aventure signifiait. Cet endroit prouve que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas, ne se transmettent pas par héritage. Elles se bâtissent avec amour, avec patience, et avec le courage de voir la beauté là où d'autres ne voient que des débris. Tommy resta longtemps à méditer ces phrases. Le vent soulevait doucement les pages du livre, comme s'il voulait en lire d'autres. Les bruits du soir emplissaient la clairière, le chant lointain des grillons, le craquement du bois qui refroidit, le chuchotement d'une chouette invisible. Autour de lui, tout vibrait d'une paix profonde. Il rangea les outils, éteignit les lampes et nota dans son carnet les idées pour la leçon du lendemain, enseigner aux enfants comment utiliser la lumière naturelle pour concevoir un abri, leur faire comprendre que chaque rayon du soleil est une ressource et une métaphore. Car pour lui, la pédagogie n'était plus une méthode, c'était une offrande. Le garçon qui avait appris à survivre seul enseignait désormais que la survie pouvait devenir communauté. Que la créativité, nourrie de nécessité et de compassion, pouvait devenir un véritable programme d'éducation. Et que la plus profonde des connaissances ne se trouvait ni dans les livres ni dans les universités, mais dans cette vérité simple, chaque être humain, comme chaque morceau de bois oublié ou de métal rouillé, renferme un potentiel illimité, attendant seulement qu'un regard aimant le révèle. Les années à venir verraient défiler encore bien des visiteurs, des volontaires, des étudiants. Le livre d'or se remplirait de centaines de nouvelles signatures, de remerciements, de promesses, d'ébauches de rêves. Chaque ligne serait une étincelle ajoutée au feu vivant qu'il avait allumé dans cette forêt. Et au fil du temps, la légende du Grove des Chênes se répandrait bien au-delà des montagnes. Les gens raconteraient l'histoire d'un enfant abandonné devenu bâtisseur d'avenir. Ils diraient que son refuge n'était pas seulement une école, mais une leçon vivante, que l'on peut toujours recommencer, rebâtir, et transformer le manque en lumière. Parfois, les plus grandes œuvres humaines naissent d'un simple geste, celui de continuer à construire. Construire quand tout semble perdu.
grandir quand la peur nous fige. Et croire, obstinément, que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Sous le halo doré du crépuscule, Tommy leva les yeux vers la cime des arbres. Leurs feuilles bruissaient comme des prières anciennes. Il sut alors, dans un silence total, que son histoire n'était pas seulement celle d'un garçon qui avait survécu mais celle d'un être humain qui avait appris à faire de la vie un acte de création.